Madame, monsieur, bonsoir, merci de nous recevoir. Bonsoir. Bonsoir. L'heure est grave, la présence de nos invités de ce soir nous oblige à nous poser en guise de préambule quelques questions. Par exemple, peut-on aujourd'hui faire encore du cinéma comique quand on n'est pas directement issu de la troupe du Splendide? Pourquoi les dernières grosses productions françaises dites de patrimoine comme Cyrano, Le Hussard, Le Grand Bleu ou L'Ours ne sont plus des grosses comédies comme à l'époque des Gendarmes, des Houris, des Zidi, des Rému, des Fernandel? A-t-on perdu en perdant Michel Audiard, ces seconds rôles typés qui ont fait le succès des Tontons Flingueurs jusqu'à Papy fait de la Résistance? Pourquoi les acteurs, notamment les acteurs de boulevard, ont-ils de moins en moins le droit au chemin de traverse? Madame, monsieur, depuis la fin des Jeux de 20h et l'Académie des Neufs, on n'avait plus vu autant d'acteurs dits populaires réunis sur un même plateau de télé et je vous demande de les remercier. Charles Girard est notre premier invité. Bonsoir Charles. Bonsoir. Vous avez publié il y a quelques temps maintenant, c'est encore assez récent, une biographie chez Ramsay, qui est un éditeur qui publie régulièrement des ouvrages consacrés au cinéma, très sérieux. Oui. Une bio sur Hitchcock, un livre d'entretien avec Truffaut, une autobio de Capra, et puis la vôtre, oui. Celle de Charles Girard, qui s'appelle La vie, c'est pas toujours du cinéma. 40 ans de métier, Charles, et de second rôle. Alors pas d'aigreur, aucune aigreur. Non, pas du tout. Non, jamais, non, jamais. Non. Vous nous direz comment vous avez trouvé votre place dans ce métier et votre bonheur tout au long de cette émission. Oh bah c'est par accident. D'accord. À vos côtés, Louis Rego. Bonsoir, Louis. Bonjour. Louis Rego. Merci que ça ait compris. Je peux préciser un truc? Oui. Précisez. Je n'ai jamais participé ni aux Jeux de 20h, ni à l'Académie des Neufs. Alors vous êtes deux dans cette assemblée. C'était important à relever. D'accord. Quand on verra un extrait tout à l'heure de l'Académie des Neufs qui nous ramène à de bons souvenirs de la mi-journée, effectivement, je voulais signaler que ni Monsieur Lafitte qui est au bout, ni vous n'avez participé à ces émissions dites cultes et légendaires. C'est par là que ça se passe. Je dis pas ça pour me vanter. Hein. D'accord. Vous êtes arrivé, Louis Rego, à la comédie en passant par la musique. Vous êtes devenu clown professionnel après avoir fait une parodie d'une musique d'Antoine. Ça remonte pas à hier. Vous nous parlerez du poids de l'étiquette collée, selon vous en tout cas, par les producteurs et les metteurs en scène. Je précise que vous jouez dans le prochain film de Philippe Garrel. Oui. À vos côtés, Monsieur Hernandez. Bonsoir, Monsieur Hernandez. Monsieur. Monsieur Hernandez qui joue actuellement le dîner de con, aux côtés par exemple de Jacques Villeray ou de Michel Roux. Ce sont deux exemples. Deux exemples. Vous êtes dirigé naturellement, vous, vers des rôles pour faire rire plutôt que pour faire autre chose Non, je ne me suis pas dirigé, on m'a dirigé. On vous a dirigé? Oui. Moi, je ne me dirige pas du tout. Ah bon, d'accord. Vous vous laissez porter? Ah oui. Oui, d'accord. Oui. Vous êtes auteur, vous êtes comédien. 1m74. Metteur en scène, très attiré par l'absurde. Absolument, totalement. Oui. Très bien, moi j'espère qu'on va rester dedans. Par le non-sens. Très bien. Bah, d'ailleurs, rien qu'à vous regarder, Monsieur From the Street, oui, merci. Je suis heureux de... Je suis là, merci. Monsieur Hernandez est à nos côtés. Première femme invitée de ce plateau, Madame Garcin. Bonsoir, Madame Garcin. Bonsoir. C'est pas vous. Bonsoir, l'équipe. Auteur également, comédienne, femme orchestre, on vous verra tout à l'heure même chanter dans un film de Jean-Yann. Oui, c'est mon premier métier de toute façon. Chanter et danser. Danser, oui. Ça ne vous a pas empêché de jouer la comédie et d'écrire des textes. On en parlera longuement parce qu'il y a une histoire qui est assez amusante. Oui, d'accord. Vous savez tout faire. Est-ce que pour autant vous avez pu ou voulu tout faire selon votre carrière? On en parlera, Ginette. Vous nous parlerez également de la différence que vous faites entre star et acteur populaire. Hein? On se reverra tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure, Ginette. Merci. Autre femme invitée de cette émission. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Très bien. Madame Jansac, qui a été 10 fois la femme de Louis de Funès, oui. Sans aucun divorce, qui est donc un record. Vous avez sans doute une étiquette, mais à cause de vos choix, puisque vous n'avez pas commencé par la comédie, vous y êtes venu un peu par hasard à travers une pièce de Feydeau. Louis de Funès vous a repéré et il vous a proposé d'être son épouse dans le film Oscar. Vous avez commencé donc par jouer Sartre, Giraudoux, et ensuite passant par Feydeau, vous avez été jusqu'aux comédies. Racine Corneille, des amis, ce qui vous permet de pouvoir comparer les impacts du comique et du tragique sur le public, et puis également sur une carrière de comédienne ou de comédien. Henri Guibet est également avec nous. Bonsoir, monsieur Guibet. Alors, monsieur Guibet dit que l'avantage d'un acteur comique par rapport à un acteur tragique, c'est d'être payé 2 fois, c'est-à-dire? Bah oui, on est payé, on est parfois payé par le directeur du théâtre. Ça arrive. Ça arrive. Et puis en plus de ça, par le public directement. Donc on passe le chapeau, hein, ne croyez pas ça. Non, mais les rires, c'est un salaire appréciable qui n'est pas compté sur la retraite, c'est dommage, mais... mais enfin, c'est quand même appréciable. Oui, vous en profitez tous les jours. C'est un cadeau. Et c'est net d'impôts quand même, si on est... Oui, exactement. Ça, c'est le... C'est un des avantages. Vous avez l'étiquette d'un amuseur sympa.
On aura Robert Castel tout à l'heure au téléphone qui n'a pas pu être là pour des problèmes d'hospitalisation, mais qui a tenu à participer par téléphone. Est-ce que vous avez, comme Robert Castel nous a dit en préparant cette émission, un peu mal au dos à force que les gens vous donnent des tapes dessus? Ouais, moi c'est plutôt au ventre, ils ont plutôt tendance à me taper sur le ventre. Question de physionomie peut-être. Sans doute, je sais pas. Très bien. J'ai l'impression qu'ils viennent chercher mon garde-manger. D'accord. En tout cas, c'est clair que Henri Guibet comment dire, provoque plutôt la sympathie que la distance qu'il peut y avoir au contact de certaines stars. Vous avez joué avec certaines d'entre elles et vous pouvez vous aussi faire la comparaison, Henri. Oui, je peux, oui. Il pourra. Pierre Doris. Bonsoir, Pierre Doris. Écoutez-vous bien, Pierre Doris. La cravate. Très jolie cravate de Pierre Doris. Alors, Pierre Doris, je vais vous citer, Pierre. Sur ma main. Il a fait un gros plan sur ma main. Avec ses initiales, la cravate qui est magnifique. Vous avez les initiales de Pierre qui sont là aussi. PD. Et il assume. PD. Ses initiales. Vous êtes très joliment habillé pour un homme qui voit un peu la vie en noir, Pierre. Je vois l'humour noir n'a rien à voir. Des choses tristes. Mais la vie également, vous nous avez dit, le métier est foutu, il n'y a plus de stars en France, il n'y a plus que des résidus, il n'y a plus de stars comiques. Il n'y a plus de second rôle. Ouais. On n'accorde plus dans le cinéma les seconds rôles, qui faisaient la gloire du cinéma français. Il n'y a plus de carrettes, il n'y a plus de l'archaïque. Ils sont là, mais on ne s'en sert pas. Voilà ce que je pense. Bah vous nous direz pourquoi, selon vous, est-ce qu'on peut aussi y remédier à l'avenir? Parce que ça fait partie quand même de la tradition du spectacle français, tous ces seconds rôles, aussi Audiard et les autres. Absolument. À vos côtés, l'avenir... et peut-être, oui, c'est ce qu'on espère pour vous aussi, Laurent Lafitte. Merci. Vous avez 22 ans, vous jouez également actuellement votre première pièce de boulevard. De boulevard. Aux côtés de Marthe Villalonga. De Marthe Villalonga, vous êtes son fils. Son fils dans la pièce, hein. Okay. Quoique physiquement. Quoique physiquement. Merci. Vous avez joué également dans Classe Mannequin, je ne sais pas si ça rappelle quelques souvenirs à quelques-unes. Bon, d'accord. Apparemment, oui. 7 mois. Ouais, vous avez dit que vous avez accepté de jouer dans cette série uniquement parce que vous aviez un second rôle. Vous me direz pourquoi, Laurent? Oui, effectivement. D'accord. Vous êtes même prêt à passer votre carrière, là je reviens au boulevard, même si ce n'est pas votre premier désir. Vous dites qu'il faut savoir tout accepter quand on démarre sa carrière. Voilà. Pour nos invités, enfin, on verra s'il y a des nuances, mais en tout cas le public est souvent souverain, comparé notamment aux critiques. Et puisque le public est souverain, on va donner la parole immédiatement à Sylvia et Florian pour nous dire quel sera votre rôle. Rappelez quel sera votre rôle. Bonsoir. Et celui de notre public tout au long de la soirée. Ce sont tous vos patrons ici. C'est une sorte de grande réunion du CNPF ce soir. Tous les patrons sont là. Donc nous, on est les patrons des patrons en fait. Ouais. On est la tête. On est là pour rassembler toutes les questions et les remarques que vous avez envie de poser à nos invités. Donc vous avez le petit crayon, ça se discute, le petit bloc, ça se discute. Vous faites la rencontre entre les deux, vous écrivez. Questions, réponses, remarques, et nous on transmettra tout au long de l'émission. Avec plaisir. On compte sur vous, hein, les patrons. Face à nos invités ce soir, un critique, Bin, un producteur, Daniel Toscan-du-Plantier, un directeur de théâtre, ou plutôt une directrice de théâtre, celui des nouveautés, et puis Jean-Pierre Descombes qui nous parlera des qualités d'improvisation de l'immense majorité de nos invités, à part Louis Rigaud et Monsieur Lafitte, à savoir ceux qui ont participé au jeu de 20h à l'Académie des Neufs, plus 2 spectateurs attentifs et sensibles justement au second rôle dont parlait Pierre Doris il y a quelques instants, sensibles au cinéma d'auteur, populaire, dans le meilleur sens du terme, le cinéma français. Ils ont fait un document sur Audiard, ils sont chaque soir sur Europe 2, leur émission s'appelle Tous d'accord ou quelque chose comme ça, tout le monde d'accord plutôt. Je vous demande d'accueillir Yvan Le Bolloc et Bruno Solo. Bonsoir messieurs, vous êtes une magnifique. Ils sont superbes. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, c'est là. Ça va les gars? Très bien. Très bien. Ah ouais. Et est-ce que vous pouvez nous dire, en guise de préambule, vous interviendrez plusieurs fois dans cette émission, ce que vous espérez de performance de nos invités ce soir? On voudrait surtout qu'ils nous expliquent pourquoi effectivement il n'y a plus de second rôle comme on en faisait avant. Vous avez lancé la question tout à l'heure, moi j'attends une réponse avec impatience. Je ne suis pas sûr qu'ils aient la réponse, hein. Pour l'instant ils ont surtout la question, j'ai l'impression. Et puis on attend aussi le plus grand rire de France, celui d'Henri Guibet, juste après celui de Thierry Roland. Très bien, c'est parti. Premier document, les activités de nos invités, vous le savez, se partagent entre le cinéma et le théâtre. On verra tout à l'heure une bonne balade au théâtre sur les boulevards. On retrouvera Henri Guibet qui joue une cloche en or, Gérard Hernandez qui joue le dîner de cons. On va commencer par le cinéma avec quelques extraits où on retrouve des invités, là chez moi, des invités qui sont avec nous ce soir. On peut citer Claude Jansac, Robert Castel, Ginette Garcin, Pierre Doris et Charles Gérard dans cette compile des compiles. Madame la colonelle. Je conduis vite, c'est vrai. Mais non, mais... Si, mais sans infraction grave au code de la route. Sans aucune infraction. C'est moi qui ai péché par orgueil. Oh non. Non. Oublions ça, voulez-vous? Oh, merci. Je suis Josépha.
Je suis Ludovic. Je suis Josepha. Je suis Ludovic. Et moi, je suis Gerbert. Veuillez excuser mon subordonné. La tarte à la crème, ça a toujours fait rire. Mais vous oubliez la partie de cartes. C'est nul! C'est génial, je vous le prouve. C'est vous qui donnez. Il a coupé. Il y a un tas de jeunes qui ont du talent et des idées et qui meurent d'envie de travailler pour moi. Hein? Moi, je suis resté très jeune. Je suis toujours en pleine forme. En forme de quoi? Oh! De boule de Oh! Qu'est-ce qui te prend? Il me regarde. Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre qui te regarde? Tout le monde te regarde. D'habitude, il aime bien ça, hein. Mais il me regarde dans les yeux. Mais où tu veux qu'il te regarde? Monsieur, soyez gentil, va, ne le regardez pas. Ça va, bon, je veux bien qu'il me regarde, d'accord. Mais qu'il me regarde globalement. Voilà, regardez-le globalement. Sinon, il va nous faire une nerveuse de breakdown. Dans les bras de Jésus, maintenant tous les jours je chante. Pour moi la vie n'est plus méchante, et de joie je suis éperdue dans les bras de Jésus. Dis-moi Charlot, t'es sûr que tu parles anglais? Ah oui, parfaitement. Et tu l'as appris où l'anglais? Au lycée. Ah, parce que t'as été au lycée toi? Jusqu'en 8e. Continue. In a few minutes, I am sure we will see us. He will even want badly to see us. Arrête, ça va. C'est bien? Très bien. Très bien. Tiens, je prends ça. Et on a que ce soit toi qui le garde. Aldo, il parle pas anglais, mais lui, au moins, il a un bon accent. Dis donc, on dit Paris, mais hein, New York, pour rouler, c'est pareil, hein. Je suis bilingue en anglais. Bilingue. Je sais pas si vous gardez. Ce sont des films patrimoine, c'est des films qui font plaisir à tout le monde. C'est à chaque fois qu'ils passent à la télévision, ils ont ponctué notre vie à force d'être diffusés et rediffusés. Oui. Vous vous cachez le visage quand vous le regardez. Ça veut dire que vous le regardez avec moins de plaisir que nous. Je vais vous faire une confidence, j'ai horreur de me voir à l'écran et je vais jamais voir les films dans lesquels je joue. Vous les avez jamais vus? Si, j'ai vu Les Roches, mais j'ai jamais vu un film en entier. Pourquoi? Je sais pas, ça me gêne, je suis peut-être pas un acteur professionnel. C'est comme disait Ventura, je suis un ringard. Il disait ça avant. Ouais, tout le temps, il me traitait de ringard, mais tout le temps, il m'engageait, tout le temps, il me demandait d'être son partenaire. Ouais. Mais je lui disais, mais pourquoi tu me traites de ringard, taré, ringard, connard Je subissais comme ça pendant 6 mois, parce que les tournages de films durent environ 4, 5, 6 mois. Ouais, alors pendant 6 mois, j'étais leur tête de Turc à Brel, à Belmondo, à Ventura, à Jacques Brel. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour les seconds rôles. On dit que les seconds rôles disparaissent. Les seconds rôles ont été transférés vers la télévision. On voit beaucoup plus d'acteurs qui étaient des seconds rôles et qui font beaucoup plus de second rôle de fiction pour la télé? Absolument, oui. On a été transférés, c'est comme au football. Les bons joueurs, on les transfère en Italie, en Angleterre, en Allemagne. Ou du grand au petit écran, est-ce que vous pensez que c'est un transfert qui va à l'avantage de ceux qui sont transférés, celui-ci? Absolument, moi je ne suis pas de ceux qui dénigrent le petit écran. Le petit écran est nécessaire, le grand écran est nécessaire. On est frères et sœurs, hein, mais je ne crois pas... Qui fait la sœur, oui. Je ne crois pas que les seconds rôles ont complètement disparu. Mais ils ont besoin, si vous faites jouer Agacé contre... Un mauvais partenaire, il ne va pas briller. On a toujours besoin des seconds rôles. Donc de bons seconds rôles, c'est ce que vous dites. Oui, pas de ringards, de tarés, non, des gens qui donnent bien la réplique, des gens qui font bien leur métier. Moi, si j'ai tourné de nombreux films avec Lelouch, c'est parce que j'étais un second rôle qui donnait bien la réplique. Moi, j'ai fait 70 films comme ça. C'est pas par hasard. Mais concernant la télé, Charles, on vous voit surtout dans les tribunes de Roland-Garros. Oui.
Oui, mais j'ai fait quand même. On voit tout le temps. Ouais. Mais je supporte aussi l'équipe de France de foot. D'accord. Mais pas à Paris, je les supporte à l'étranger parce que jouer sur terrain adverse, c'est difficile. Ouais. Sur les seconds rôles, Pierre Doris, ce que dit Charles Gérard va à l'encontre de ce que vous disiez tout à l'heure. Vous maintenez? Moi, je maintiens que je trouve que les grandes vedettes du cinéma à l'heure actuelle ne sont pas étayées par des comédiens de valeur qui feraient de très bons second rôles. Ben, on donne tout à un type ou une fille, et puis c'est fini. Et je ne suis pas non plus d'accord quand tu dis qu'on transporte sur la télé. Sur la télé, on ne transporte rien du tout. Transfert. Bien, parce qu'il n'y a plus de promotion de théâtre. Vous êtes bien d'accord? Peu. Vous êtes les premiers à prouver. C'est le dimanche. Des émissions comme les vôtres, maintenant à la télé. Il n'y a plus d'émissions où on prépare une pièce de théâtre ou tout ça, on ne voit plus. Même des feuilletons, ça n'est plus. Il y a des feuilletons à la télévision, il y a des grandes sagas de l'été, il y a La Rivière Espérance en ce moment. Ah oui. Oui, eh ben, vous voulez dire, il n'y a pas de comique, quoi, en tout cas. C'est pas ma tasse de thé, hein. Oui. J'aime mieux vous le dire. Ah oui. Vous avez essayé d'y goûter quand même à la tragédie, Pierre? À la tragédie, oui. Les grandes pièces, oui. Mais... J'ai joué Volpone, j'ai joué tout ça. Et ça, c'est passionnant. Parce que le rire n'est pas... Je trouve pas que c'est la panacée, le rire. Un grand silence. Mes camarades le diront. Un grand silence dramatique. Quand on entend dans la salle un grand silence. C'est qu'il n'y a personne. Ça arrive. C'est qu'il n'y a personne, dit monsieur Arnaud. En vérité, quand tu as une très belle scène et que tu sens que ça passe, c'est bandant, c'est terriblement bandant. Mais quand il y a une explosion de rire, Henri Guibet avait l'air de dire que c'est assez réconfortant, sans utiliser le même adjectif. Il y a un côté... ça dépend sur quoi. Ça dépend, mais Parce que le rire, il est faux. Il a un peu raison, j'ai un peu tort. Enfin, bref. Et inversement. Non, au sujet des seconds rôles, il y a aussi un phénomène, c'est que les bons seconds rôles sont en général des très bons acteurs, et les bons acteurs finissent par être très chers, et les productions cinématographiques, peut-être qu'elles n'ont plus les moyens de se les payer. Parce qu'ils payent trop cher la vedette. Ah, ça, je sais pas, je connais pas le tarif des vedettes, mais c'est vrai que, alors au bout d'un moment, on dit tiens. Je peux te dire ce que je touche, hein. Oui, ah bah oui, bah. Alors, Gérard. Non, je dis. Oui, non, vous parlez de votre épouse, j'imagine. Oui, voilà. C'est pas parler pour le je sais pas, c'est peut-être ça, c'est peut-être. Ou ils ont peut-être pas envie de les avoir, on peut pas leur reprocher. Mais ils les connaissent pas. Ouais, non, mais peut-être si, mais ils ont peut-être pas envie. Il y a bien des metteurs en scène qu'on connaît pas non plus. Ah oui, c'est vrai. À l'heure actuelle, il y a des metteurs en scène qu'on connaît pas. On sait pas d'où ça sort. Oui, là, les metteurs en scène devraient me téléphoner. Ils vont apprendre. Je les connaîtrais comme ça serait bien. Monsieur Doris, vous pensez à qui, par exemple, que vous ne connaissez pas, dont vous avez jamais entendu parler? J'en ai pas, puisque je les connais pas. Ah oui, même pas le nom. Mais comment vous savez qu'ils existent si vous les connaissez pas? Je vois des génériques avec des noms de mecs absolument insensés. Et des noms de comédiens aussi insensés, que j'ai jamais vus dans toute ma carrière. Tous les gars qui sont là et les filles. Même les filles. On a joué ensemble. On est plus tout neuf. On s'est côtoyés. Hein? Je dis on est plus tout neuf. Il faut quand même laisser un peu la place aux autres aussi. C'est normal. Ah oui, mais moi, ce que je vois, c'est pas terrible. Hein. Je regrette. Hein. Je suis pas d'accord, moi. Vous avez été au cinéma récemment, Pierre? Non, j'y vais pas. Ah ouais. Mais comment vous pouvez dire? Ce que je vois, c'est pas terrible. C'est film américain. Ah bah, comment vous pouvez savoir que les films français sont pas terribles alors si vous n'allez pas les voir? Quand par exemple vous voyez un film américain, ça déménage. Hein, c'est pas une histoire de cul lamentable. Je la baise pas, il va pas me faire. C'est ça, un film français. C'est d'une tristesse folle. Il y a des seconds rôles. Je la baise ou pas, quand même, le Grand Bleu. Le Grand Bleu. Pour se taper un dauphin, c'est pas facile. Ils ont essayé. Non, il m'avait proposé, il m'avait envoyé les palmes. Vous avez déjà appelé un metteur en scène pour lui dire pensez à moi? Non, parce que je connais les 5 phases de la vie d'un acteur et je sais qu'il ne faut pas le faire. Allez-y. Les 5 phases de la vie d'un acteur, c'est au début, c'est Guibet qui se. Je connais pas. La deuxième phase, c'est essayer Guibet, il est pas mal comme. Vous verrez, c'est très bien. Et la troisième phase, c'est vous ne pouvez rien faire sans Guibet. La quatrième phase, c'est il faudrait un Guibet jeune. Et la cinquième phase, c'est Guibet qui sonne. Ça vous plaît, Pierre? C'est de Guibet? Je sais pas. Ça fait partie de ces histoires qui se promènent à la synchro. D'accord. En fait, la dernière pistade, c'est Guibet, mais il est pas mort. C'est la 6e, ça.
Je vous en prie, Charles, je vous en prie. Répondre à Monsieur Doris, parce qu'il ne va pas au cinéma, c'est un tort, parce qu'il aurait été voir Les Misérables, il aurait vu 25 seconds rôles sublimes. C'est vrai, il y avait... Exact. Il y a Darry Cole aussi. Sublime. Il y a Darry Cole qui a 5 secondes minutes d'écran. Sublime. Annie Girardot, Philippe Léotard. Girardot Refuse. Il y en a encore, alors. À chaque fois, c'est Lelouch qui fait le sauveur. Non, mais allez voir le prochain sauter, il y a des seconds rôles superbes. Le problème, c'est qu'on n'y est pas, c'est ça qui veut dire. On va faire venir un critique positif, comme l'a dit que dans son journal. Laissez-le, soyez gentil avec lui. Bonjour, monsieur Bean. Bean, en fait, on vous appelle Bean. Hein. C'est comme Sim. Non, c'est pas pareil. Critique, ça vous va comme, Ça va. Ça va, critique dans Positif qui existe depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Depuis 1952. Oui. Positif s'intéresse à quel type de cinéma? Est-ce que, par exemple, vous avez déjà écrit sur un film dans lequel a joué un de nos invités de ce soir? Bien sûr. Oui. Est-ce que c'est vrai, vous qui avez une vision un peu globale, on posera la question à Daniel Toscan du Plantier tout à l'heure, Daniel Toscan du Plantier, l'impression qu'il y a de moins en moins de second rôle forts? Nous, on a l'impression, en regardant les films américains notamment, qu'il y a de plus en plus de méchants marqués avec un vrai choix, Malkovich ou d'autres. Je pense que c'est dû à plusieurs choses. Il y a d'abord une raison un petit peu historique. C'est-à-dire que quand le cinéma s'est mis à parler au début des années 30, tout d'un coup, il y a eu une énorme demande de comédiens qui venaient de tous les horizons et qui se sont retrouvés comme ça dans une sorte de grande famille de cinéma. C'était un visier, et là-dedans, vous aviez des comédiens qui venaient de la comédie française, d'autres qui venaient du music-hall, d'autres qui venaient du cabaret, d'autres qui venaient du vaudeville. Ils se retrouvaient tous ensemble, et puis ils ont constitué la famille des seconds rôles du cinéma français. Et on avait besoin d'eux tout le temps. On avait besoin d'eux pour les films de série du samedi soir, on avait besoin d'eux pour les grands films, pour les films de Jean Renoir. C'était les mêmes acteurs. Et bon, il n'y avait pas de hiérarchie, si vous voulez. Est-ce que cette hiérarchie n'existe pas plus aujourd'hui, Laurent? Je vous pose la question, vous qui avez été dans un cours de théâtre, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des clochers? C'est vrai que ça commence très tôt en fait. Moi j'ai fait Florent pendant 3 ans et c'est vrai qu'il y a un élitisme qui se crée comme ça naturellement. Il y a quand même le spécialiste dans la classe de la tragédie, il y a celui qui bosse que du Feydeau, et il y a comme ça il y a des clans qui se forment comme ça. Et avec un respect mutuel ou avec un mépris mutuel? Non, c'est pas du mépris, mais il y a quand même il y a des clans qui se forment autour de ça, autour des goûts de chacun et de ce vers quoi on se sent attiré. C'est pas un peu tristoun, ça, Pierre Doris? Ah si, c'est dommage. Pardon? Vous dites Ça n'existait pas du tout de mon temps. De mon temps, c'était beaucoup plus complet. C'est-à-dire que le professeur même, qui était en général un grand professeur, j'en ai eu plusieurs qui étaient des gens merveilleux, eh bien, il vous faisait jouer tous les genres. De la tragédie au comique, à la pantalonnade. Parce qu'on a besoin de tout savoir. Parce qu'un comédien, il est à la fois comédien dramatique et comédien comique. Il a tout en lui. Alors faire des clans avec ceux qui jouent du Feydeau, ceux qui... Ça n'ira pas loin. Mais alors c'est vos professeurs qui ont tort, qui devraient vous apprendre qu'il faut jamais faire ça. On travaillait tous les répertoires, mais évidemment il y a certains répertoires dans lesquels on est meilleur que d'autres ou moins bon que d'autres quand on débute. Vous ne savez pas, vous, si ça marchera mieux que dans d'autres. D'ailleurs, à partir du moment où vous êtes vraiment comédien, vous pouvez tout faire. Qui a choisi, Claude, l'orientation de votre carrière? C'est vous qui l'avez choisi? Maman. Madame, votre mère? Oui, elle voulait faire ce métier, mais elle habitait à la campagne, elle était fille d'un médecin. Alors, il n'était pas question à son époque de faire ça. Alors, elle avait dit, ma fille, elle sera comédienne. Moi, je voulais être danseuse classique. J'en ai fait un petit peu. Et puis, elle m'a dit, mais non, allez, tu vas aller au conservatoire. Et voilà, j'ai commencé comme ça, avec un prix de tragédie et un petit accessite de comédie. Ah oui, d'accord. Et pourtant, l'accessite est devenu plus gros que... Par la suite, je parle dans toutes les... Je ne sais pas, quand vous regardez ces 10 films avec Louis de Funès et tous les autres, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait une carrière que vous avez choisie ou une carrière que vous avez presque subie, comme si on vous avait choisi? J'ai toujours subi, moi, les rôles qu'on m'a donnés. C'est peut-être le tort que j'ai eu, d'ailleurs. Et il me le disait, Louis, parce que quand j'ai commencé à tourner avec lui, on dit « Ah bah tiens, elle joue des rôles drôles, c'est marrant ». Alors, il m'avait dit, c'était au moment d'Hibernatus, c'était le 3e film que je faisais avec lui, il m'avait dit « Tu sais, méfie-toi, bouge-toi un peu, sinon tu vas être catalogué ». Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que je suis trop paresseuse. Mais on dit que la France est le pays du fromage et des étiquettes. Et du vin, oui. Et du vin. Est-ce que c'est de plus en plus vrai concernant non pas le fromage et le vin, mais plutôt les étiquettes? Pour les étiquettes, ça c'est sûr. De plus en plus vrai ou c'était déjà vrai? Non. C'est-à-dire qu'il y en a qui réussissent quand même. Regardez ce qu'a fait Serrault. Serrault peut faire les deux, ouais. Serrault continue à faire les deux. Mais tous les comédiens peuvent faire les deux. Ça dépend de la situation dans laquelle ils se trouvent. Alors, Michel, qui est en plus un merveilleux comédien, ça,
il n'est pas question. Il a commencé, voilà. C'est tout. Hein. Et puis après, il vous fait garde à vue, il vous fait les chapeaux de je sais plus qui, là, je sais plus comment. Mais il y a eu quand même, tout de même, le plus mortel. Bien sûr. C'est quoi le plus? Le plus difficile, en tout cas. C'est faire rire, alors. Le plus difficile, c'est faire rire. Bon, être émouvant, c'est... C'est quoi? C'est difficile. Oui, mais enfin, c'est bon, il suffit de... Enfin, moi. Oh là, ouais, c'est bon, je suis bon. Non, mais tout de même, il y a eu une époque... Parce que les gens sont plus près de pleurer avec toi que de rire avec toi, parce que tu te fous de leur gueule. Bah oui. Dans le rire. Oui. Tandis que, voilà, mais je te dis pas... Dans la tristesse, tu les emmènes. Ouais. Donc le rire est plus difficile. C'est triste ce que vous nous dites, Pierre. Vous nous dites en gros que le rire, ça se partage pas, alors que les larmes, ça se partage? Oui. Bah, c'est terrible. Non, c'est pas les tout. larmes, ça se partage. Et le rire, ça se partage pas. Le rire, c'est toujours au détriment de quelqu'un. Toujours. Non, le rire est toujours un petit peu destructeur quelque part. Ouais. On reconnaît beaucoup moins les comiques sont rarement pris au sérieux, où ils sont dangereux. Où ils sont trop, on les prend pas au sérieux, où ils sont dangereux. Alors que quelqu'un qui fait pleurer, les gens se retrouvent dans le visage. Ah, même douleur que moi. Alors c'est très agréable. On peut pleurer. Moi, j'adore pleurer quand je regarde un film triste. J'adore ça. Non, mais on peut se retrouver dans l'humour absurde, dans l'humour noir, et se dire tiens, cette personne a un humour qui est proche de moi. Moi, je et on partage dans ce cas-là, non? Je suis pas du tout d'accord avec Pierre. Oui. Je vais vous faire un truc, je veux dire un mot extraordinaire pour prouver que mon QI n'est pas aussi faible qu'on le pense. Je dis, moi, que le rire, c'est de l'angoisse détournée. Je m'explique. Le rire... Vite alors. D'abord, le rire, si vous l'expliquez, vous faites plus rire. Je l'ai prouvé, je lisais le rire de Bergson au cabaret où je faisais un bide noir. Vraiment. Le rire, c'est un réflexe extrême, quand on ne peut pas faire autrement. De survie. Survie. Bon, alors, moi, je suis pas d'accord, on peut rire sans avoir quelqu'un comme tête de turc. On peut rire autrement qu'au détriment de quelqu'un. Par exemple, un truc qui n'est pas tellement pratiqué en France, l'absurde. L'absurde, c'est la chose la plus belle qui existe. Les dadas, les surréalistes, tout ça, c'est superbe. Je veux dire, on s'en sert absolument plus. Vous avez une histoire absurde pour nous faire... Oui, quelle différence y a-t-il avec un rhinocéros? C'est qu'il ne peut ni voler. Voilà, ça, si vous racontez ça dans une soirée, vous faites un bide. Oui, c'est vrai, souvent. Et pourtant, c'est sublime, c'est sublime. Oui. Bon, bah, ça, c'est une histoire classique. C'était un couteau sans manche dont on avait retiré la lame. Non, je veux dire, bon, on peut faire, je veux dire, Ionesco, c'est superbe, je veux dire, Ionesco. À propos de rhinocéros. On n'a pas d'auteur de ce gabarit. Je veux dire, il y a du très bon théâtre de boulevard. Quant à dire qu'on est comédien de boulevard, moi je pense qu'on est comédien, point final. Où il y en a des bons et des mauvais, il y a du très bon théâtre et du mauvais théâtre. Mais il y a des comédiens qui font l'essentiel de leur carrière sur le boulevard, quand même. Oui, absolument, absolument. Hein pour les pépettes, mais ça, personne s'en cache que c'est pour gagner sa vie, je pense. Non, puis il n'y a pas que ça. Mais pas seulement, il y a le plaisir de faire un bon vaudeville. Au bon moment, on en fait mais autre ça chose. correspond aussi quelquefois au goût de certains acteurs. Hein. Sûrement. Bah oui. Sinon, on ne peut pas faire ça toute sa vie. J'imagine. Je voudrais qu'on prenne l'exemple à travers un petit sketch d'un comédien qui sait nous faire rire et nous faire pleurer à la fois. C'est Jacques Villeray qui, bizarrement, s'est retrouvé au générique de Bergman, d'un film de Bergman. Émotion. Bon, ben alors maintenant, moi je propose qu'on aille faire un petit tour au cinéma. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on va aller voir à cette heure-là? Ben, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il y a le film de Bergman? Ah non, ça va être trop long encore comme l'autre fois. Moi, je vais m'endormir, il va falloir me raccompagner et tout ça. Non, mais non, c'est pas trop long. Bon, on va voir ça alors. Oh là 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 là. Film de Bergman. Nein, Johan, du vil ikke nå skal det bli denne. Du vil slafen av det Stockholm og det Sandviken. Du vil et for det slafen. Ja, greit, han har også gøy prøvd han å se deg det. Og det blir Jørgensson, Kristoffersson, at jeg også bruker en var ble jeg sånn til det. Ja. Nei, Johan, så ikke gøy det blir. Nei. Ja, greit, han har også gøy prøvd så han sier det. Nei, så blir det ikke. Ja, kom, takk, ferdig film.
Vous direz bonsoir pour nous, Gérard, parce que vous le voyez tous les soirs. Est-ce que accepter par exemple aujourd'hui un rôle Parlez fort parce qu'on est sourd, on est plus oui. Est-ce qu'aujourd'hui accepter un... je lis sur vos lèvres. D'accord. Mais comme j'y vois pas beaucoup... Je vais essayer d'articuler, de ne pas parler trop vite. Est-ce qu'accepter aujourd'hui un rôle tragique, d'écorché vif, déchiré en deux, dans un drame psychologique, ce serait pas dangereux pour votre carrière? Non, pourquoi? J'ai pas de carrière. Je commence à peine. J'arrive, mon petit, je suis tout neuf. Et comment vous choisissez vos rôles? Vous en avez refusé des rôles? Écoutez, vous en avez refusé je vais vous donner une anecdote. Ouais. Je lisais un article dans un des journaux, parce que je lis beaucoup les journaux de cinéma, et il y avait une interview de Depardieu qui disait comment il choisissait un rôle dans un scénario qu'il lisait. C'était passionnant, d'ailleurs c'est comme ça que ça devrait être fait. Et le lendemain matin, j'allais doubler les Schtroumpfs. Et nous étions 4 à la barre, vous voyez le truc qui défilait, et il y avait le directeur de plateau pour nous dire le rôle qu'on devenait, il nous tapait comme ça. Il fallait paf, sauter sur le rôle. Voilà était ma vie. J'ai sauté sur des trucs, on m'a dit tu fais ça, je l'ai fait. Pas toujours. Vous faisiez quoi comme Schtroumpf? Je faisais le grand Schtroumpf, mon petit Schtroumpf. J'ai pas le Schtroumpf. Non, enfin bref, je veux dire que il y a très peu de gens qui peuvent choisir. Ouais. Très peu. Très peu. Je veux dire, il y a un moment donné, votre boucher il vous dit c'est temps. Il faut payer le boucher. Alors donc, à un moment donné, il faut travailler. Parce qu'un plombier qui ne travaille pas est un plombier au chômage. Un comédien qui ne travaille pas, ça n'existe pas. Il n'existe pas. Est-ce qu'il y a des rôles qui peuvent empêcher un comédien de travailler par la suite? À mon avis, oui. J'ai vu dans Avec quoi soulèves-tu l'édredon, un film qui est passé sur Canal+. Il est vrai que le mec, là, il va avoir du mal. Quoique non. J'en ai vu Non, j'ai des vues qui étaient recyclées, comme le papier. Ah bon? Oui. Je voudrais avoir l'opinion du producteur, si vous voulez bien nous rejoindre, monsieur Toscan du Plantier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas d'accord avec moi Une question, vous êtes producteur, vous êtes président d'Unifrance, c'est-à-dire élu par vos collègues producteurs, je crois pour la 4e fois, donc vous êtes bien installé, votre place, félicitations monsieur le président. Quand vous composez une affiche d'un film avec un metteur en scène, est-ce que vous tenez compte des étiquettes, de ce que le comédien a fait avant cela, de l'image qu'il a auprès du public ou simplement de son talent, pour parler franchement? Ça dépend quel âge il a. Vous savez, un acteur inconnu de 70 ans, ou alors il a débuté cette année-là, et alors il commence une carrière. Il y a un moment donné, le fait d'être connu fait partie du métier d'acteur. Hein. Ce qui a tout changé quand même, on l'a dit, mais peut-être pas assez clairement, c'est l'arrivée de la télévision, surtout de la télévision, disons, populaire. C'est un fait qu'aujourd'hui, la distraction populaire, elle est tous les soirs à 20h45 sur plusieurs chaînes. Oui. Et qu'évidemment, le cinéma a perdu une partie, en tout cas, de son monopole. Vous savez, il y a un film de Scola qui s'appelle La Terrasse, où il y a Ugo Tognazzi joue le rôle d'un producteur, alors on lui raconte des scénarios, il dort tout le temps, puis à la fin, il ouvre un œil, il dit « fa ridere », ça fera rire. Et pendant très longtemps, la seule activité du cinéma, grosso modo, c'était de faire rire. Et c'est vrai que la télévision, à juste titre, s'est emparée de cette activité, avec cette chose particulière qu'on a bien vue, par exemple, avec Coluche, c'est que il n'y avait plus besoin du support du film pour faire rire, il suffisait que l'acteur soit présent sur le plateau pour qu'il fasse son film directement en vivant. Mais comment se fait-il que toutes les comédies qui sortent et qui ont vraiment un grand succès, qui ont le budget aussi, qui leur permet d'avoir ce succès-là, soient des comédies qui sont portées, écrites, réalisées, ou en tout cas jouées par des comédiens qui sont issus de la troupe du Splendide? Ben, je pense que là, il y a eu un immense renouvellement du style. C'est pas seulement les comédiens, c'est l'écriture. Hein, c'est une espèce de nouveau théâtre, une nouvelle écriture, beaucoup plus agressive, beaucoup plus moderne, beaucoup plus... Et qui a fait que toute cette équipe, c'est vrai, a pris une position énorme. Mais, ça veut dire que tous les autres sont devenus des ringards, pour reprendre le terme de Charles Gérard? Non, mais personne... Attendez, moi je crois que personne devient ringard. Ça dépend du rôle. Le métier de comédien, c'est un métier douloureux sur un plan. C'est qu'on dépend absolument des autres. Voilà, à un point effrayant. C'est vrai que quelle que soit l'énergie qu'on témoigne, on peut toujours s'énerver dans son téléphone. Il faut bien qu'il sonne pour qu'on y aille. On ne peut pas demander, je crois que vous avez eu raison de dire que ça ne sert à rien d'appeler partout. Bah, Ginette a appelé le louche et ça a marché en tout cas. Écoute, moi je te jure que c'est vrai. Hein? Oui, mais... allez-y. Non mais c'est vrai, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait ça. Parce qu'elle est très belle alors. Ah oui, moi je crois quand même que les metteurs en scène connaissent bien les acteurs. Les metteurs en scène connaissent bien les acteurs, vous savez. Moi je vois défiler quand même. Pas tous, je ne suis pas d'accord avec toi, pas tous. Non mais il ne faut pas faire un tableau. Je trouve qu'on donne un tableau un peu sombre.
Le cinéma, il est très vivant. Il semble que Daniel de Tremblay-Plantier souhaite recadrer le débat. On vous écoute, Daniel. Non, mais je trouve qu'on va donner le sentiment que c'est plus comme avant. On dit toujours c'est plus comme avant. Dans tous les métiers du monde, c'est plus comme avant. Tout à fait d'accord. Je veux dire, ça a toujours été très dur, très difficile. C'est un métier sublime, comédien, et en même temps qui peut donner une vertu effrayante. C'est plus facile maintenant pour un jeune comédien que de... Grâce à la télé. Bien sûr. Grâce à la télé. Évidemment. À la télé, vous parlez de quoi? Vous parlez des téléfilms ou des sitcoms également? Des sitcoms toute la journée, même aujourd'hui. Les cafés-théâtres qui n'existaient pas. Il y a maintenant 55 endroits où on joue la comédie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des comédiens au chômage, c'est pas ça le problème. Mais je veux dire qu'il y a quand même plus de débouchés qu'avant. Ça fait 50 ans que je suis dans ce métier. Non, pas tellement. 50 ans, on dit la crise du cinéma. On n'est pas tellement plus nombreux. Il n'y a pas de crise du cinéma. Parce que vous trouvez, mais je peux vous dire que d'après les cotisations des congés spectacles, puisqu'il faut en parler, on n'est pas beaucoup plus nombreux. On doit être 10 ou 12% plus qu'il y a 10 ans. Oui, mais les congés spectacles, c'est les gens qui travaillent. Ah bah oui, non, mais beaucoup travaillent plus. Les gens qui débutent, on est très très nombreux. Avant, il y avait autant. Ah non, c'est beaucoup plus difficile pour les jeunes maintenant. Ah non, ça alors, il ne faut pas dire ça. Je ne suis pas d'accord du tout avec toi. Écoutez, je suis jeune et je peux vous dire que c'est plus facile qu'il y a 30 ans. Plus de demandes pour les jeunes aujourd'hui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a 1700 feuilletons qui se font à la journée, les maisons de casting n'arrêtent pas de passer des auditions que pour des jeunes. Il y a un gros paquet de films qui se font uniquement à destination des boutonneux, quoi. Et ces sitcoms comiques avec les réenregistrés, est-ce que ça peut être un marchepied, un tremplin pour un acteur, ou est-ce que c'est casse-gueule? Vous avez joué 7 mois dans Classe Mannequin. Ça peut être son enterrement aussi. Je pense pas que ce soit casse-gueule, ça dépend à quel niveau on le fait, puis ça dépend ce qui nous motive, ça dépend ce qu'on a fait avant, pourquoi on fait ça, quoi. Je pense que chacun, il n'y a rien qui nous enferme. Je crois que si on veut vraiment faire plusieurs choses, moi je me sens pas du tout enfermé dans Classe Mannequin parce que j'avais pas le rôle principal, j'ai pas fait la promo, j'ai pas... Si vous aviez eu le rôle principal? Mais je sais pas, je me serais déjà plus posé de questions pour le faire. Pourquoi? Vous avez vu mise en scène. Vous avez vu comment vous êtes étalé. On dirait des photos de cartes postales. Mais on fait 25 minutes d'utile en une journée. Comment voulez-vous qu'on fasse autrement? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Pierre? Une mise en scène. On met les acteurs comme ça, ils sont en randonnion, et comme si on avait fait une photo. Tu sais, on était le chiffon sur la tête, ne bougez plus. Évidemment. Vous parlez de Classe Mannequin, vous parlez de quoi? Vous parlez de... Classe Mannequin et autres. Ah, vous regardez donc? Ah, je regarde ces saloperies-là. Mais qu'est-ce que vous... C'est de la merde tout ça. Excusez-moi. Mais qui sont les comédiens qui vous font rire aujourd'hui, les comédiens comiques? Est-ce que vous allez dans les cafés-théâtres? C'est vrai qu'il y en a partout maintenant, des petites salles de 30 personnes. Qui me défoncent. Courtemanche me défonce. Parce qu'il n'y a pas un type plus drôle que Courtemanche. J'attends. Hein? T'as des mecs comme ça. Ils ont tué le rire. Mais on peut pas ils l'ont tué, c'est-à-dire du cinéma avec du sitcom. Attendez, qu'est-ce qu'il veut dire quand ils ont tué le rire? Ça veut dire quoi? Ben, le rire disparaît par la qualité d'un rire. Dans le temps, il y avait des comiques qui... On passait à la Galerie 55, Mamie Ginette était là. Oui, Mamie était là, c'est vrai. Il y avait Serrault, il y avait des gars formidables. Et il y avait un public formidable. Maintenant, tu as un public de 20h30. Le public de 20h30 pour l'audimat. Et on ne voit que des conneries à 20h30. Que des conneries? Que des conneries. Même la vôtre, elle passe plus tard. Même la vôtre passe plus tard. La vôtre. C'est une espèce de compliment, vous faites là. Ah non, vous avez mal compris. Vous avez mal compris. Non, monsieur Doris sait prendre les gens dans le sens du poil. Il disait même la vôtre passe plus tard. Voilà. Non, mais c'est vrai. On va dire ça à monsieur Cavada, il sera content. À 20h30, ça sera très grave. Non, d'accord. Mais c'est pas prévu de toute façon. Mais c'est pas la question. C'est vrai qu'il y a des chefs-d'œuvre qui passent à 20h30. Je crois que c'est. Vous trouvez? Bien sûr, il y a des grands films qui passent à 20h30. Je sais pas, moi n'importe quoi. Rio Bravo. Rio Bravo. Non, mais je sais pas, c'est des films qui. Non, mais sans être passéiste. Plus maintenant, peut-être remarqué. Sans être passéiste, parlons du rire. Parlons du rire. Rions même sur l'occasion. Je crois franchement que. Il en a pris un coup sur la tête quand même, le rire. Parce que je pense à quelqu'un comme Romain Bouteille, qui est peut-être une des choses les plus belles qui existent au niveau du texte. Je ne pense pas qu'il marcherait maintenant. Romain Bouteille, aujourd'hui il fait 2-3 pubs, on n'entend plus parler de lui. Mais je veux dire, il est le père de tous. Qui est le père, non, le père de tous. Il y a beaucoup de pères là, parce qu'il y avait déjà... Non, c'est Doris. C'est Doris. Non, mais Romain, pourquoi? C'est pas par hasard si on ne l'entend pas. C'est parce que ce rire-là a été complètement ensablé par un rire qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus gras, beaucoup plus démago quand même. Faut dire ce qui est. C'est pas être méchant avec ses copains. Par exemple. Non, je veux pas citer des noms. Mais genre de. Je pense que il est dommage que des gens qui ont du talent,
aille vers le public d'une façon impudique. Je veux dire qu'il faut... Il faut lâcher beaucoup, là, Gérard, parce qu'on a du mal à vous suivre. Non, lâcher beaucoup. Mais pourquoi voulez-vous que je me fâche avec des gens que j'admire, mais j'estime qu'ils ont fait du mal, parce qu'ils ont le talent de faire ça. Et malheureusement, vous savez, je vais parler d'une chose précise. La télé n'offre pas d'espace pour autre chose que du calembour. Une pièce comique. Moi, je joue une pièce comique actuellement, qui marche très bien. Le dîner de con. Mais nous-mêmes, moi-même, parce que le public, il faut dire ce qui est, il faut le dire. Le public, vous avez 50 représentations avec un public qui comprend tout à toute vitesse. Vous allez en province, ils sont géniaux. En Belgique, géniaux. En Suisse, géniaux. Et puis au bout d'un certain temps, le public devient un peu plus lourd. Alors, l'intérêt que nous avons, c'est d'aller vers eux. Je dis, il ne faut pas faire rire à tout prix. Et pourquoi le public devient de plus en plus lourd? Parce que égalité, fraternité, ça n'existe malheureusement pas. Nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas égaux. Il y a des gens qui sont rapides d'esprit et d'autres qui sont un peu plus lents. Et bon, les lenteurs, il faut aller les chercher. Et je dis non, il ne faut pas aller les chercher. Il faut qu'ils viennent, il faut les éduquer. Mais pourquoi de plus en plus? Il y a toujours eu des gens qui sont... Mais il n'y avait pas de télévision. Je veux dire, on n'avait pas besoin d'audimat. Maintenant, pour avoir de l'audimat, il faut donner du gros truc. Il ne faut pas donner des trucs très fins. Parce que les très fins, il passera à minuit, quoi. Oui. Le cinéma n'était pas toujours très fin. Ah non, mais je parle pas du cinéma, moi je parle... Oui, je veux dire, pas faire tout porter. Je ne pense pas qu'on puisse faire la règle du jeu maintenant. Je pense pas. Mais attendez, ça n'avait déjà pas de succès. Hein. Oui, non, mais ça n'avait pas de succès, mais ça s'est tourné. On en continue en tournée tous les jours qui n'ont pas de succès. Ça, oui, mais je à votre disposition. C'est pas parce qu'on n'a pas de succès qu'on a... C'est pas parce qu'on a du succès que c'est un chef-d'œuvre. Moi, je crois que là, on a une vision qui toujours améliore une fois de plus le passé. Moi, je crois au contraire que la télévision a libéré le cinéma, il faut bien le dire, une partie de... comment dirais-je, des vulgarités les plus simples, parce que souvent on les retrouve directement en télé, et que le cinéma est obligé de monter d'un cran pour justifier que quelqu'un paie le ticket, et que le cinéma moyen est plutôt un peu au-dessus, peut-être un peu trop au-dessus, parce que le danger du cinéma, c'est d'avoir perdu un public populaire. Et c'est vrai qu'on essaye avec pas mal de difficultés de faire des grands films. Est-ce qu'il y a un vivier aujourd'hui pour les comiques? Je parle de cinéma, je ne parle pas de ces petits cafés-théâtres qu'on a évoqués. Est-ce que vous conseillez par exemple à un jeune acteur qui a 18, 19, 20, 25 ans de commencer dans un sitcom? Moi, je crois qu'il ne faut pas commencer, il faut travailler chaque fois qu'on le peut. Mais y compris dans Hélène et les garçons, etc. On prend tout ce qu'il y a, puis après on choisira. Il n'y a pas des rôles dangereux pour un acteur. Il n'y a pas des rôles qui vous marquent, qui vous mettent une étiquette dans le dos. Le porno, c'est mieux, voilà. Oui, c'est tout. Et encore, on le reconnaît qu'une partie qui, le reste du temps, ne sert pas. Oui, d'accord. Amusant. Mais les rôles qui vous marquent... Je sais pas, moi j'avais le sentiment qu'il y avait des rôles qui marquaient. Non, mais un jour, on devient ce que l'on devient. Un jour, on est le résultat de quelque chose. Et c'est vrai, moi, quand j'avais 16 ans, que je rêvais de faire du théâtre et du cinéma, je m'imaginais je me voyais dans les rôles de John Wayne, dans ceux d'Errol Flynn, dans Laurel et Hardy, dans Fernandel. Je voyais tout. Je disais, je vais tout faire. Et puis un jour, au bout de 20 ans de métier, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait des choses. Et je me disais, tiens, c'était pas tout à fait mon rêve. Mais là, il y avait des jeunes qui me disaient « Oh putain, vous avez tourné là-dedans, c'est génial !» Et en fait, un jour, on est ce qu'on représente pour les autres. Bon, mais ça vient... Alors, vous dites, on devient ce qu'on devient. Est-ce qu'on devient ce qu'on est? Peut-être, je sais pas. C'est vrai, il y a peut-être ça. L'important, c'est le succès. Ouais, non, mais... Vous l'avez eu? Moi, je me dis... La seule satisfaction que j'ai, c'est de dire « Oh, j'en ai fait marrer quelques-uns. Tant mieux, c'est sympa. » Bon, il y a des fois, je les ai émus sur certaines choses. Vous savez, j'ai débuté chez Jean Vilar au TNP. Je jouais dans une pièce qui s'appelait Antigone de Sophocle. Si vous avez vu la pièce, j'étais l'halbardier de gauche. Un peu qui s'en souviennent, mais je jouais dans des pièces extraordinaires comme ça. Je trouvais ça formidable. Je dois dire que ça a été pour moi, j'ai été 2 ans dans ce théâtre et j'ai vraiment pris goût à ce métier-là, vraiment. C'était formidable, mais je jouais dans des pièces très graves, extraordinaires, et je trouvais ça formidable. Puis un jour, je me suis retrouvé dans un spectacle avec Poiret et Serrault, Opération La Grolèche. Et je les regardais jouer, improviser en scène, et ils m'ont appris à être heureux en scène. Chez Villard, j'ai appris à avoir envie d'être en scène, et avec Poiret et Serrault, j'ai appris à être heureux en scène. Voilà, bon, c'est tout. Puis après, ma carrière, elle s'est faite, les choses... Qu'est-ce qu'en pense Robert Castel, qui est en ligne avec nous, me semble-t-il? Robert, bonjour. Bonjour. Écoutez, d'abord, je salue tous mes copains qui sont là. Salut. Je salue très, parce que dans mon petit parcours, je les ai tous croisés.
à n'importe quel carrefour. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise maintenant que vous avez tout dit? Il y a 7000 ans, tout est dit depuis 7000 ans qu'il y a des hommes qui pensent, vous avez parlé de tout. Et quand je vous entendais, j'étais, comme quoi les hommes ont toujours tort, n'est-ce pas? Il faut pas être malade. C'est vrai, d'ailleurs, cela dit, je vais faire une petite parenthèse. Pierre Mondy m'avait dit que le professeur Simon disait qu'il y avait une règle, c'était, elle était en forme de sigle, SAM, il y avait santé, audace et mémoire. Voilà les 3 qualités du comédien. Santé, parce que vous êtes rien sans la santé, même si vous êtes Gérard Philippe, vous êtes rien. Audace, il faut oser, il faut frapper aux portes. Bon, ça c'est une question de personnalité, il faut savoir quémander. Il y avait de la lumière, je suis passé, j'ai vu de mes yeux depuis que je suis arrivé d'Alger, depuis 1957, j'ai vu des trucs, et Dieu fasse que j'en vois encore. Et la mémoire, évidemment, la mémoire pour un comédien, s'il n'a pas de mémoire, il vaut mieux qu'il rentre chez Félix Potin. Et encore même là-bas, Félix Potin, avec tous les prix, toutes les références de produits, c'est pas facile non plus. Hein. Non, voilà, il ne trouvera pas le fromage qui convient. Je vous pose une question, Robert, juste sur votre point de vue à vous, sur votre carrière de comédien. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait la carrière que vous avez choisie ou la carrière que vous avez subie? Ah, c'est une bonne question, comme dirait Georges Marchais. Alors, ce qu'on appelle une bonne question, c'est quand on n'a pas la réponse, généralement. Oui, non, tout à fait, j'ai la réponse. Je vais tout de suite, sans me dérober. Je l'ai subi. Vous l'avez subi? Ah, je l'ai subi, oui, parce que j'ai fait la moitié du chemin. Le théâtre a fait la moitié du chemin et moi la moitié du chemin. Ça a commencé. J'ai peur de faire ancien combattant parce que là, moi, j'ai commencé à la Galerie 55, chez le Geltel. Moi, j'ai commencé aux Œuvres à Carreau. Moi, j'ai commencé chez Canetti avec un tel et un tel. Mais parler de sa vie passée, c'est pas forcément faire ancien combattant. Avec Madame Duglandier, avec Bournajoul, d'abord. On a tous un parcours, et tous ces gens que vous avez invités, qui sont vous savez, tous ces gens que vous avez Qui sont quoi? Voilà, Gérard, une question. Qui sont quoi, Robert? Eh ben, ce sont des épées. Des épées. Ce sont des cadors. Ce sont des gens. Des épées. Ce sont des cadors. Il y a un métier qui est devenu très important. Et là, c'est une petite pique. C'est une petite pique. Vous allez voir que je cherche pas du travail. Il y a un métier qui est devenu très important. Ça s'appelle attaché de presse. Ce métier, il est devenu très très important. Maintenant, quand on a parlé de talent, c'est subjectif. Moi, j'ai le droit de trouver Monsieur Michel Serrault. C'est pas mon avis, hein, je le trouve très grand. Mais bien sûr, je vais me scandaliser. Ils m'ont touché sans faire bouger l'autre. Je suis désolé. Serrault, il me fait pas rire. Bon, alors évidemment, on va me prendre pour un fou. Moi, je trouve que Louis Jouvet, je me réveille pas la nuit pour lui. Évidemment, je suis dans un gilet. Tu vas avoir ma fièvre. Vous allez très très vite, Robert. Alors, comme on bénéficie pas de votre présence physique, j'ai des invités qui, comme Gérard Hernandez, qui commencent à s'endormir. Ah non, pas du tout. Ah, non, Gérard, j'ai vu faire des exercices pour essayer de lutter contre le sommeil. J'essaie parce qu'il parle trop vite, j'entends pas. J'ai pas mon appareil. J'ai pas mon appareil, parle plus fort. Oui, mais parce que j'ai un déficit de parole, alors j'essaye de dire le plus de choses dans le maximum. Vas-y, ma poule, va. Voilà. Ça va, vous n'êtes pas trop malade en tout cas, Robert? Non, ça va. On t'enlève ta compresse là, tout de suite. Parce que tout ce qui concerne le métier me ravive. Et il y a quelqu'un qui a dit une chose vraie aussi. Un comédien n'existe que s'il est vu. Dans ma salle de bain, mon robinet m'a jamais dit qu'il y a du génie, Robert. Chaque fois que je prends un bain, ma baignoire, elle me dit pas, tu es formidable. Mais pourquoi Kupri, il t'appelle pas? Mais pourquoi Newman ne veut pas? Pourquoi? Non, ma salle de bain, elle me lave, je lave le savon, tout, je me lave bien. Mais ma baignoire, elle m'a jamais dit j'ai du génie. Un comédien n'existe que s'il est vu. C'est pas un comédien. Parlez doucement. Merci Robert. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Robert Castel. Remettez-vous bien. Bon rétablissement. À propos de la valse des étiquettes et de l'immense piano sur lesquels les comédiens peuvent poser leurs doigts au fil de leur carrière, Louis Rego joue dans le prochain film de Philippe Garrel, qui a déjà été tourné. Peut-être que vous pouvez nous dire un mot avant de nous quitter, Daniel, parce que les producteurs ont beaucoup de boulot. Beaucoup. Vous avez du travail? Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde, oui. Ben, Philippe Garrel n'a pas fait le gendarme à Saint-Tropez. Ah non, pas du tout. C'est un grand metteur en scène français qui est, disons, très artistique et probablement à tort réservé à un public cinéphile, comme on dit. Mais dans le monde entier, hein, d'ailleurs, hein, vraiment. Ah ben c'est l'avantage de la cinéphilie, c'est que ça traverse bien les frontières. Ouais. C'est pas beaucoup de monde pays par pays, mais on peut aller partout. Ouais. Éric Romer, quelques autres, Jacques Rivette. Même Jean-Luc Godard, de toute façon. Ouais. Alors celui-ci s'appelle Le Cœur Fantôme. Est-ce que vous pouvez nous flécher peut-être en quelques mots, Louis, l'extrait qui va suivre, histoire qu'on puisse bien se pénétrer, parce que c'est juste un morceau. Je crois qu'il sera... Je ne sais pas quel est l'extrait. Vous suivez une jeune fille qui monte un... Ah bah alors vous allez tout comprendre. Merci, monsieur le portier. Bonsoir. Quoi ?
Pourquoi vous m'avez souri? Je sais pas, comme ça, parce que je crois que je vous connais. Ah. Je m'appelle Philippe Klein. J'étais à vernissage de vous. Ah oui? Ouais. J'ai acheté les cartes postales de vos tableaux et je les ai accrochées au-dessus de mon lit. Ah. Vous voulez pas qu'on fasse un bout de chemin ensemble? Enfin, je veux dire, vous voulez pas qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble? Ah oui, oui. Ah bah oui. Est-ce que c'est un film qui devrait déclencher des sourires? Ah non, pas du tout, pas du tout. Alors, c'est un film, c'est un drame, c'est un drame. J'espère que même que la seule chance du film, c'est vraiment de toucher les gens et de les faire chialer en sortant. C'est ça. Je crois que le rire, les films d'humour, les comédies sont faites pour faire rire les gens. Et que les drames sont faits pour faire pleurer. Si on n'est pas... Ce que tu viens de dire. Moi, ça m'a remué, moi. Non, mais je crois que bon, mais il faut quand même préciser ça très fort. Et bien le faire savoir pour que tout soit un peu clair. Bien sûr. Il fallait que ce soit dit. Non, parce qu'il y a arrêtez, on va rappeler Robert Castel qui va nous faire une synthèse. Robert, charmant. Oui, je vous en prie. Comment Philippe Garrel vous a entré en contact avec vous? Ah, je ne sais pas, c'est la première question que je lui ai posée aussi. Pourquoi moi? Ben, je ne sais pas, je crois que c'est parce qu'il m'avait vu dans un film qui s'appelle Ménocéan, un film de Jacques Rosier, et qui m'appréciait comme acteur et qui pensait que je pouvais jouer ce rôle. Je joue un personnage d'un peintre qui se sépare de sa femme et qui, par la force des choses, À jouer pour un comédien en termes de plaisir par rapport, je sais pas moi, au serpent à plume par rapport... Ah, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à tourner ce film que le serpent à plume. Ou Poulet frites que vous aviez réalisé. On n'a pas assez de temps pour en parler, parce que j'étais dans un contexte très... Attendez, on va pas sauter d'un film à l'autre. Serpent à plume. Ouais. Non, comédie en général, je vais citer un exemple, en fait, Serpent à plume en particulier, si vous voulez, mais c'était comparé à une comédie, quoi. Ouais. Je crois que le problème n'est pas là, c'est de comparer une comédie à une autre comédie, c'est à qui avons-nous affaire lorsqu'on tourne, à quelle personne. C'est ça qui est important dans une comédie. Je crois que personne ne me compte. Non, le réalisateur. À qui? Quel est votre partenaire principal? Je crois que tout le plaisir est là. Et non pas le fait de savoir si c'est une comédie ou un drame, une tragédie, peu importe ça. À qui avons-nous affaire? Est-ce que c'est un artiste? Est-ce qu'il sait nous parler? Est-ce qu'il sait communiquer? C'est triste, un comique. C'est triste, un comique. Ah oui, mais il n'y a rien de triste qu'un comique. Non, mais on se force à... C'est vrai, c'est triste, un comique, c'est angoissé, ça se flingue, ça se suicide, les comiques. Les tragédiens ne se suicident jamais. Les tragédiens, ça vit jusqu'à 90 ans. À la retraite... Un clown extraordinaire, Rome. Oui, bien sûr. Il s'est suicidé? Oui, c'est vrai, Rome, oui. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une raison? Mais pourquoi on essaie de se servir de l'humour? Pourquoi? Parce qu'on a peur, on est agressé, on est très fragile. Enfin, moi, c'est ce que je me ressens. Moi, je suis un écorché vif, un peu comme pour lui, parce qu'on n'est pas d'ici au départ. Il y a eu un problème. Et les bagarres à la récré, on en a marre. Et puis d'un seul coup, on découvre l'humour. Et l'humour, ça vous fait une carapace. Et personne ne vous attaque là-dessus. Personne. C'est une arme au départ. Après, bon, on en use. Après, on dit « Ah, elle est là !» Mais c'est pas ça au départ. Au départ, c'est que ça va pas dans la tête. Ça va pas bien. Surtout toi. Surtout toi. C'est pour ça que les comiques sont des natures plus suicidaires que les autres acteurs, vous pensez? Ou est-ce que c'est parce qu'ils donnent tout... C'est leur nature au départ. Je veux dire, c'est quelqu'un qui vraiment... rit, c'est pas normal, on ne rit pas. Et moi j'ai un peu peur qu'il y ait trop de rire maintenant. Maintenant on peut plus voir une émission sans des sketchs et des machins. Mon grand-père qui était tout bip disait un rire, ça vaut un beefsteak. Trop de viande aussi on crève. C'est un médecin. Faut manger des légumes de temps en temps aussi. Non, c'est vrai qu'il y a quand même, regardez dans... Ils avaient bien les mecs. C'est vrai qu'à toutes les chaînes il y a des marches, il faut rire. Aux États-Unis maintenant il faut un rire toute la demi-heure, il faut des rires. Ça fait un peu peur de rire comme ça. Je veux dire, il faut rire naturellement parce que sinon ça devient... Je trouve qu'il y a trop de... Je trouve qu'il y a pléthore. Il y a pléthore là. Il y a un rire que je n'aime pas. Il y a des rires que je n'aime pas. Non mais c'est vrai, il y a des rires que je n'aime pas du tout. Tu n'aimes pas le rire braguette? Par exemple, déjà ceux-là... C'est ça celui-là. Les autres? Ah les autres, oui. Il y a des gens qui... C'est vrai que j'ai des gens qui me font... Mais même dans la vie, je veux dire, il y a une chose qu'ils n'ont pas dit, mais eux tous là, je ne connais pas le jeune, mais je crois qu'on est des vampires. Moi j'adore voir les gens, j'adore l'être humain, pour moi c'est la chose la plus extraordinaire.
Et moi, je me frotte toujours aux gens. Je veux dire, je vais dans les cafés, je discute avec les gens. Et on est des vampires, on prend les trucs. Je ne crois pas qu'on puisse faire ce métier en restant chez soi et bien calfeutré avec ses bouquins, son chien, sa femme qu'on caresse ou le contraire. C'est comme ça que vous avez écrit Le Clan des Veuves aussi, non? Oui, j'ai écrit. En écoutant des conversations En écoutant des conversations, puis un jour, chez moi, nous étions 9 veuves à table. Il faut quand même le faire. J'ai dit, il faut quand même que j'avais jamais écrit de ma vie. Et puis, j'ai acheté un bloc, un stylo, et c'est parti comme ça. Et voilà. Et c'est devenu ce que c'est devenu. Mais aussi des conversations que vous aviez entendues, vraiment? Ah ben bien sûr, dans ma famille et tout, c'est sûr. Et puis même autour de moi. Puis Jackie Sardou, Jackie, je l'ai connue, elle venait d'épouser Fernand. Michel n'était même pas en route, vous voyez, que nous nous connaissons depuis fort longtemps. Et Jackie, une sorte de faconde qui est assez comique, il faut le dire. Donc, ayant entendu des tas de choses autour de moi, j'ai écrit cette pièce. Et cette pièce a été extraordinaire, car il faut bien dire que beaucoup de journalistes ont dit « surtout n'y allez pas ». Pendant 4 ans, le Figaro magazine, je ne connais pas le nom du journaliste, mais lui connaît le mien, il connaissait bien le mien. Non, c'est pas lui. Non, pas lui. Disait, sous-entendu, c'est vulgaire, c'est de la merde, faut pas y aller. Ça a duré 4 ans, plus 1 an de tournée. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que fin décembre, la pièce vient d'être traduite en italien, elle commence en Italie, et au printemps prochain, elle commence en Angleterre. Et croyez-moi, elle deviendra peut-être un sitcom aussi. Elle deviendra peut-être un sitcom, mais pourquoi pas aux États-Unis, non pas un sitcom, elle ira là-bas. Comme quoi, tu dis le rire braguette, je m'excuse. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est toi, excuse-moi. Mais Fédo, c'est quand même du rire braguette, c'est bien écrit, d'accord, mais ça n'arrête pas. Ce ne sont que des portes qui claquent et des histoires de cul, t'es d'accord ou pas? Tu me fais tuer. Gérard dit qu'il n'aime pas Fédo. J'adore jouer Fédo, mais Fédo ne me fait pas rire. Mais il n'est pas tellement triste, vous savez. Je ne suis pas triste du tout. Nous sommes voisins à l'île de Ré, nous avons une maison là. Vous en êtes Saint-Tropez ou l'île de Ré? Non, je ne suis pas Saint-Tropez. Il y en a? Non plus. Mais je vous assure qu'on se marre bien. Tous les matins, il est en train de lire son journal avec son petit café à la... Comment ça s'appelle? Ne croyez pas, c'est pas... Dis donc, comment ça s'appelle? La Bazaine. Non, mais ne dis pas tout. Mais je dis tout, bien sûr. Mais arrête de conneries, je suis déjà emmerdé avec les impôts. Pourquoi il est emmerdé avec les impôts? J'ai pas fini de payer ma maison. C'est bien, Florian? Oui, il y a une question de Claudine, 32 ans, qui est une spécialiste de la logique pure. Elle nous dit des films comme La 7ème compagnie, Le Gendarme, L'Aventure c'est l'aventure sont archi rediffusés à la télé, c'est que ça doit marcher, c'est la logique. Alors pourquoi est-ce qu'on tourne plus de films comme ça aujourd'hui? Parce que ça marche à la télé, peut-être pas au On cinéma. continue de tourner des films comme ça. Je crois qu'on continue de tourner. On continue de tourner des films comme ça tout le temps. Vous oui, complètement. Le film qui est sorti avec la vieille Depardieu, c'est comme ça. Bien sûr. Les Visiteurs, c'est... Effectivement, il y a Jean-Marie Poiret et Christian Clavier qui ont fait Corned Beef, Les Visiteurs et Les Anges Gardiens dans la foulée. Mais à part eux, à part Balasco, à part Martha... Le Louche. Ça pour ça, c'est une comédie. C'est une très bonne comédie en plus. Il y en a d'autres. Non, mais à part Le Louche et le Splendide, il y a... C'est difficile de monter un film. Moi, j'ai des tas d'idées, lui aussi. Vous avez mais on peut pas. Jean-Luc? Non, je l'ai pas là. C'est votre Pariscope. Parce que sinon, regarde, vous allez voir. Non, il y en a. Vous avez l'impression que qu'est-ce qui fait que Les Gendarmes ça dure aussi longtemps, que les films de De Funès sont restés D'abord parce qu'ils étaient bien faits, en plus parce que M. De Funès était une très grande star et fait rire d'année en année, et puis ça va durer encore très longtemps. Le chauffeur de taxi qui m'a amené ici tout à l'heure, il m'a dit « Ah, c'est vrai, vous avez joué avec les Funès ?» Oui, alors ça démarre toujours comme ça. Oui. Ah, bah, il dit « Vous savez, moi, je les connais par cœur, hein, ces films. Eh bien, mes enfants, comme ils travaillent le lendemain matin, ils vont à l'école, je suis obligé de leur enregistrer. Hein. Eh bien, c'est vrai, ça c'est... Voilà, le culte, c'est ça, pour un comédien. Des gens qui n'ont jamais vu ces films au cinéma, qui ne le connaissaient pas du tout, qui voient des gosses de 5-6 ans, qui le voient maintenant, qui hurlent de rire. C'est donc bien qu'il avait beaucoup de talent. Bien sûr. Il y en a une autre, il y a Pierre, 29 ans, qui dit « J'ai beaucoup vu vos invités à la télévision, ils m'ont d'ailleurs beaucoup fait rire, ils ne s'en cachent pas. Est-ce que de passer souvent sur les petits écrans ne leur a pas définitivement fermé la porte du grand ?» Est-ce que de passer trop à la télé à une époque? J'en ai aucune idée là-dessus. Qu'est-ce qui est posé? En gros, quand on vous voit trop à la télévision, à la faveur des rediffusions de films. Hein, ouais, ou des émissions de télé. Des émissions comme celle-ci. L'Académie des Neufs, on va y venir d'ailleurs. Voilà, d'accord. Ou les Jeux de 20h, merci Florian.
pour mal. l'enchaînement. Vous êtes bon pour le championnat de France de Oui, l'enchaînement bah, aussi, hein. je m'entraîne. Est-ce que, c'est vrai, vous avez tous participé à l'Académie des Neufs. Vous étiez trop jeune, vous, jeune homme. Moi, Vous, une fois. vous en gardez quel souvenir? Une fois, moi. Une fois, Une seule et alors fois. On a retrouvé l'extrait en tout cas. Hein. Ouais, c'est vrai. On vous voit juste un peu coup, mais c'est juste pour. Moi, j'ai un souvenir de grande liberté. Oui. Mais vraiment, quand je dis grande liberté, c'est que j'ai dit des choses, je ne sais pas si je pourrais les dire maintenant. Ah bah essayez pour voir. Non, À mon avis, mais vous là, pouvez, j'ai rien contre personne là, en Ah ce oui. moment, à part un mec qui a un œil... Mais enfin, ça va comme ça, on en a assez parlé. Mais c'est vrai que j'ai eu une grande liberté, je ne sais pas, on pouvait absolument tout faire, tout dire, il n'y avait pas de coupure. On disait au metteur en scène, j'ai un truc à dire là parce qu'on m'a mouché dans un truc, il faut que je règle un compte. On réglait les comptes, c'était formidable. L'Académie des Neufs, présentée par Jean-Pierre Foucault. Souvenir. L'Académie des Neufs avec Pierre Doris, Daniel Gilbert, Henri Guibé. Je prends le cadeau de Henri Guibé. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Enfin. Enfin. C'est un moment difficile, mais il faut montrer le dessin. Oui, alors voilà. Le cadeau, c'est ça. C'est ça, oui. Avec Michel Deneria. Bonjour. Ginette Garcin. Marie-Blanche Verne. Alors, Ginette Garcin, bonjour Ginette. Bonjour. De quelle grande interprète du début du siècle Arletty parlait-elle quand elle disait avec enthousiasme « Elle honore le cap qui porte son nom ». Je suppose que c'est Fréhel. Fréhel, bien sûr. Bien sûr, Ginette, très bonne réponse. L'Académie des Neufs avec Laurence Badi. Bonjour. Pierre Doris. Robert Castel. Et oui, et le groupe Dams pour la première chanson de l'émission. Est-ce que je vais tenir le coup jusqu'à la fin de l'émission après avoir entendu les choses si... Enfin. C'est à Comment vous. voyez-vous un pétale? Je ne vois pas avec mes mains, je vois avec mes yeux. Je vois pas ce que vous avez. Il y a des gens qui ont dit des choses plus banales, vous n'avez pas souligné avec moi, il faut toujours qu'ils me cherchent celui-là. Mais vous allez finir par me trouver, je vous le dis, moi. Bon, la première question sera posée à la délicieuse Laurence Badi. Oui? Le thème, c'est le bourgeon. Eh ben voilà. Eh bien voilà. Pierre, bourgeonnez donc pendant 1 minute. Qu'est-ce qu'un bourgeon? Un bourgeon, c'est un fruit en puissance. Oh, Pierre Doris. De quelle forme est un bourgeon? Pardon? De quelle forme est un bourgeon? Ben, il a plusieurs formes, et un bourgeon est quelquefois une petite forme ronde qui va s'ouvrir. Merci. Robert Castel, vos mains dans la Quels bouche. sont Robert. de quelle taille est un bourgeon? Multitaille, multiforme, multisexe. Académie des Neufs avec Claude Jansac, Catherine Lachance et Richard Cottener. Claude Jansac, voulez-vous me citer 5 opérations culinaires? Braiser. Alors, braiser, 1. Sauter. Sauter, 2. C'est tout le même truc, Rôtir. Rôtir, je l'ai donné, mais enfin 3. Rissoler. Rissoler. Brûler. Ah oui, ça c'est quand c'est raté. Une autre. Qu'est-ce que vous vendez de beau, s'il vous plaît? Alors moi je vends bravo pour celle en Panty. Je répète, bravo pour celle... À qui je parle? Oh, je vends bravo pour celle en Panty. La mise à prix pour bravo pour celle en Panty. Carrément, je dis carrément 40. 40 à 2 ans. Non, C'est parti. allez, c'est bizarre. Académie des Neufs avec Charles Gérard. Notre invité vedette de la semaine, Francis Cabrel. Gérard Hernandez. Le souriant Gérard Hernandez. On change de sujet. Oh merde. Vous voulez... Non, ah, merdoum. Excusarez, messieurs. Merdoum. Quelle santé, Gérard. Ça. Vous avez la nostalgie à voir ça ou pas? Est-ce que ça c'est des bons souvenirs? Là, il y a de quoi se tirer une balle dans le cul quand même. Là, quand on se voit, c'est quand même un naufrage. Hein. Qu'est-ce qui est un naufrage? Je nous ai vu, comment on a changé. Ah là là. Surtout moi. On était beaux, hein. Surtout toi. Non, toi aussi, t'étais pas là. Ouais, j'étais là. Ça illustre très bien la chanson de Gainsbourg. Dans 10 ans, tu la regretteras ta gueule. Là, on s'aperçoit que... Fallait pas faire ça, monsieur. Oui, c'est pas sympa. Ah bon, c'est pas gentil. Non, parce que là, on va sortir d'ici. Ah oui. Non, Gérard, arrêtez, parce que je vous propose, vous allez finir par me toucher. Non, Gérard, non. Fais plus long. Vous pouvez me toucher encore, s'il vous plaît. Pierre, ça vous a fait plaisir? Vous avez gardé de bons souvenirs de ça? De plus en plus beau. Ah, de plus en plus beau. Mais ça vous l'êtes. En plus, moi, vous êtes mis merveilleusement bien en valeur aujourd'hui. Je continue, n'est-ce pas? Pierre, est-ce que vous pensez que... À quoi sert la télé, par exemple, pour un acteur populaire, selon vous?
À quoi doit-elle servir? Elle devrait permettre de bouffer, ce qui n'est plus court. C'est-à-dire Ça n'est plus court. Il n'y a plus d'émissions de télé qui rapportent. Je voudrais bien préciser. Vous insistez sur le fait qu'on ne vous a pas payé pour venir. Ceci, il n'y a pas que chez vous. Il n'y a pas que chez vous. Alors, comment je ferais pour bouffer Ah, dis donc, c'est pas avec Skittle si que j'étais tu pas vas un bouffer le rentier? soir. Vous êtes rentier aujourd'hui? J'ai 76 balais. Oui, je sais. Alors, Je sais. hein? Rentier, on dit retraité normalement. Retraité, bah. Oui. C'est pareil, quoi. C'est pareil. Oui. Est-ce que vous pensez qu'au cours de votre carrière, la télé vous a plus donné ou plus volé? Non, elle m'a apporté beaucoup, la télé. Beaucoup, énormément. Quoi donc? D'abord des rôles. En télé, je joue Pierre et les gens de Maupassant. Il y a des metteurs en scène qui m'ont demandé. Parce qu'il y avait des metteurs en scène qui connaissaient les acteurs à ce moment-là. Que nous étions des acteurs qui attendions là-bas à... Comment ça s'appelait? Rue des Alouettes. Ah oui, au but de couloir de la honte. Oui. Et bien maintenant, ils ont tout démoli. Les buts de Chaumont, Je c'est rasé. regrette pas tellement. Les buts de Chaumont, c'est rasé. C'était l'horreur. C'était quoi ce couloir de la honte? Le couloir de la honte, c'était... Moi, j'y suis allé une fois et j'ai abandonné le métier tout de suite après, d'ailleurs, c'est vrai. On était là, puis il y avait un... Je peux me lever? Je vous en prie. Vous avez on était... à fil. Hein. Non, oui, je sais. Ah bon, vous êtes très bien. Bon, il y avait... C'est dommage. On était enfilés comme ça, enfilés en deux mots. Attendez, non, bougez pas, je vais en profiter de Non, ça. mais c'est pas On va voir grave. Gérard Hernandez debout, absolument, bougez pas. Non, mais j'ai vu... Non, c'était... Tu l'as pas fait, toi, parce que tu étais star tout de suite, toi. Nous, on On était veut te pas voir stars. dans le couloir de la honte. Voilà. On était, voilà, on arrivait. Ah, monsieur Gérard Hernandez dans le couloir de la honte. Alors on était dans le couloir de la honte, on était debout comme ça, on était tout en file. Arrivait un deuxième ou un premier ou un, même des fois le metteur en scène, ça donnait ça. Et non. Comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Maurice Dupuis. T'as quel âge? 26. Tu fais plus. Fais voir, t'as déjà joué à la comédie? Oui. J'ai pas de rôle. C'était ça, je veux dire, c'était le mépris total. Moi, je trouve, c'est pour ça quand je disais tout à l'heure que les jeunes ont plus de chance, c'est que moi, j'ai entendu des mômes dire merde à quelqu'un. Parce que le mépris... C'est tout le temps comme ça arrive encore. Oui, mais là, maintenant, vous Sauf dites que merde, maintenant, et ça, c'est bien. Sauf que maintenant, c'est même plus les metteurs en scène qui vous disent ça, c'est les C'est le directeurs. casting directeur. Ça, c'est honteux parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas admettre dans ce métier, c'est le C'est très mépris. grave, des Ça, c'est directeurs. grave. Hein. Non, je fais un peu grave. Non, non, on comprend mais c'est rien. vrai. Ouais. Et ça, il faut Mais faire pourquoi, attention. Pierre, vous regrettez, vous, par exemple, alors les buts de Directeur Chaumont? de casting, c'est très grave. Non, mais pourquoi vous regrettez les buts de Chaumont, contrairement à Gérard? Moi, je regrette les buts de Chaumont parce qu'il y avait une ambiance de travail, il y avait les menuisiers, il y avait, et quand on traversait un endroit, tous les gars qui préparaient les décors, il y avait l'atmosphère d'une télé. Mais ici, vous savez qu'on y est aussi dans des grands studios de télé qui ont une vraie histoire, avec des émissions de Guy Lux, etc., qui ont eu lieu ici. Vous êtes déjà venu dans ces studios, j'imagine? Oui, je connais bien la maison. Il y a des gens qui tournent encore, qui se sont perdus depuis longtemps. C'est un camembert. Hein. Ils tournent, on en retrouve dans des placards, des squelettes de temps en temps. Dans la maison de la radio, c'est connu, ça. Bah, Louis Rego, il a travaillé pendant longtemps. J'étais dans le studio aussi. J'étais étudiant, on séchait les cours, j'étais pas très loin d'ici, je venais avec Olivier On a fait Derangeon vous voir au tribunal des flagrants délires. Absolument. Marqué à l'émission. Ah, c'était bien, hein. Ouais. Avec Pierre Desproges et Claude Villers. Bah oui, je me souviens d'une émission avec Coluche, et avec Ouais. Le Pen. Ouais. Ouais. Superbe. J'ai fait ça pendant 4 ans. Ouais. Et pour revenir à C'était la... très bien, Louis, là-dedans. Formidable. Ouais. Est-ce que vous avez déjà rencontré le mépris, vous, Louis? Non, justement, le mépris, on ne le rencontre pas, je crois. Ah bon? Bah non. Enfin, en dehors de ces Couloirs. de ces couloirs de la honte, bien entendu. Mais après, si on ne fait pas ça, on ne rencontre pas le mépris. Je crois que le mépris, c'est le silence, le mépris. On partait de l'Académie des Neufs pour parler de la télévision, on est arrivé au couloir de la honte et au mépris, mais j'aimerais qu'on en parle un petit peu de cette époque où les comédiens travaillaient grâce non seulement aux fictions mais aussi aux émissions de télévision auxquelles faisait allusion Pierre Doris, avec Jean-Pierre Descombes qui est avec nous. Venez Jean-Pierre. Ah. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Bon, on n'a pas vu l'extrait des Jeux de 20 heures, on a choisi de montrer l'Académie des Neufs parce que c'est vrai que tous les acteurs ou presque ici présents, à part Louis et Laurent, étaient représentés. Est-ce que tous ceux qui sont là, à 2 exceptions près peut-être, ont participé également aux Jeux de 20 heures? Bien sûr, on a eu notre ami Gérard Hernandez, on a eu bien sûr notre ami Guibé, Pierre Doris. Et vous savez que ce soir, on parle du rire. Et je dois dire qu'à l'époque, le rire était prioritaire au gain dans les jeux télévisés. La preuve, quand on a diffusé tout à l'heure l'Académie des Neufs, tout le public a ri.
n'est-ce pas, en regardant l'émission, que maintenant, à la télévision, dans les grands jeux télévisés, c'est la joie qui remplace le rire. C'est-à-dire, vous avez gagné 10 000 francs. Ouais. On va le faire ensemble. Vous avez gagné une voiture. Mais là, ils se marrent pas, les gars. Ouais, non, vous avez raison, vous avez raison. Alors, pourquoi dans les jeux de 20 heures, l'Académie des Neufs, nous avions besoin de comédiens? Parce qu'ils jouaient leur rôle de comédiens. Et on avait des jeux adaptés pour eux. Ils ne sont pas venus vers les jeux, ce sont les jeux qui sont allés vers eux. Par exemple, imaginons la production avec Gérard Hernandez. On disait qu'est-ce qu'on va donner comme jeu à Gérard? Improvisation totale avec lui. Le candidat de Montluçon, qui était en duplex avec Gérard, il avait carte blanche. Vrai ou faux, Gérard? C'était vrai. Il faisait le jeu qu'il voulait. On avait par exemple Henri Guibé. On savait qu'il fallait qu'il prépare un peu plus. Ce qui veut dire qu'il avait un jeu de questions, style le 4-1, si j'étais, tu préparais. D'accord? Pierre Doris. On était prêt à tout avec Pierre. On lui donnait un adjectif. Tu te souviens, Pierre? Il fallait donc qu'il interprète un adjectif suite à une question posée par un candidat de Montauban. Alors imaginons que l'adjectif soit sournois, aigri, amoureux. Il jouait un sketch pendant 5 minutes. Voilà pourquoi on avait besoin de comédiens. Et c'est pour ça que les jeux télévisés donc, de l'époque n'avaient aucun rapport peut-être avec maintenant avec certains jeux, car ils étaient vraiment utilisés, c'était des comédiens. Ils ne venaient pas simplement cachetonner, ils venaient faire leur rôle, leur métier. Et pas de promotion. Et pas de promotion à l'époque. On n'annonçait rien du tout. Et ils étaient devenus des hommes très populaires. Car le fait de passer très souvent à 20 h, eh bien, ils étaient devenus l'ami des Français. Qu'est-ce qu'on a rigolé avec Pierre Doris hier soir? Vous avez vu l'adjectif? Qu'est-ce qu'on a rigolé? Vous l'avez pas vu, vous. Qu'est-ce qu'on a rigolé avec Gérard Hernandez, avec Michel Dax, avec Boujna? Je me souviens de Pierre Desproges en train d'essayer de raconter une histoire pour faire découvrir un adverbe, c'était inintelligiblement. Ah oui, on a eu des gens comme Desproges, Boujna. Inintelligiblement, Desproges était très bien. Ah oui, l'adjectif, il y a eu des moments dingues. Hallucinant, comme on dit maintenant. J'hallucine. Ouais. Hein? C'est vrai. Vous êtes nostalgique, vous, quand vous parlez de tout ça. C'est clair. Ça, c'est très clair. Hein. Un tout petit peu. Ouais. Car c'est vrai que la joie qui remplace le rire, c'est pas la même chose. La joie peut être programmée plus facilement. Et là, on en vient au second rôle de la télévision. On a parlé de second rôle. Mon second rôle étant d'être animateur de salle, préparateur d'émissions. Où là, maintenant, dans les jeux télévisés, dans les émissions, on a besoin d'un personnage. Un rôle que je joue actuellement avec bonheur et plaisir. Dans quelles émissions? Je fais pas mal de jeux, je fais Les Amours, Facile à chanter, des jeux sur la famille en or, j'ai fait longtemps le Juste Prix. Bon, si vous voulez, notre rôle à nous, justement, est de communiquer une espèce de joie dans le public. Mais pas de rire. Le rire arrive maintenant. Les Amours, par exemple, commencent à prendre une directive où le rire devient très important aussi. Grâce aux situations qui se passent. Mais très souvent, depuis quelques années, comme je vous l'ai dit, c'est l'explosion de joie qui a remplacé ces petits rires sourires qu'on a eu tout à l'heure lorsqu'on a diffusé l'Académie. Pourquoi, Jean-Pierre? Alors pourquoi? Parce qu'on n'utilise plus ce genre de personnage. Voilà, on revient. Pourquoi? Parce que c'est la mode des producteurs actuels de la télévision de prendre des jeux où on fait rêver plus avec le super cadeau, le rêve, les jingles qui rappellent 100 000 francs, youpi! Voilà. Au lieu que moi je voyais Pierrot faire un adjectif, j'étais écoulé de rire. Il n'y a pas que ça, il y a une nouvelle école aussi. Vous feriez un adjectif, il n'y a pas que ça, excuse-moi. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'il y a une nouvelle race, si j'ose dire, d'animateurs qui sont nés, qui eux aussi se veulent comédiens, acteurs, humoristes, etc. C'est-à-dire que vous dites que les présentateurs, certains en tout cas, prennent le rôle du comique tout en étant le médiateur. Vous voulez toujours pas de il y en a qui sont des artistes complets. Par exemple, Durand, il y avait une émission qui se passait le soir, et il y a un numéro formidable avec Patrick Chenet. Durand a posé une question qui était tellement longue que l'autre a fait simplement oui. Et là, c'est vraiment résumé en un peu ce qui se passe à souvent. Ça vous a jamais gêné de faire les jeux? C'est vrai que... Gérard, ça t'a gêné de faire les jeux de 20 heures? Ah non, mais moi, j'ai dit encore, je te le répète, j'ai une liberté totale. Vous me téléphoniez, tu prépares? Non, je prépare rien, je dirais là-bas. On voyait des gens qui étaient charmants. Ça se passait bien, c'était pas prétentieux. Je dis pas que c'était d'une qualité de rire extraordinaire, mais c'était rarement vulgaire, Et le public était très attaché à nos comédiens des jeux de 20 heures. Un exemple, là je tourne actuellement à la SFP, et il y avait Jean-Paul Belmondo qui était là en tournage. Le public vient me voir en me disant « Ah Jean-Pierre,
Jean-Paul Belmondo. Est-ce qu'on peut aller le voir après? Est-ce que vous pouvez nous présenter Jean-Paul Belmondo? Moi, j'ai dit, je ne sais pas, je veux voir, c'est pas sûr que je puisse. Et ce jour-là, il y avait Paul Prébois. Eh bien là, Paul Prébois traverse le couloir, personne ne m'a demandé s'il pouvait aller voir Paul Prébois. Ils sont tous arrivés vers Paul. Alors Paul, tout ça, ça va, Paul? Ah oui, je peux toujours, oui, c'est vrai, très bien. Je veux dire par là, grâce à ces jeux populaires, entre guillemets, il y avait une espèce d'osmose entre le téléspectateur et la personne qui l'avait. Mais est-ce que c'est ce que l'acteur souhaite toujours, cette proximité immédiate avec le public, Gérard? C'est très agréable, on fait tout pour, hein, moi je trouve. Charles? Ça dépend comment c'est d'abord. Oui, ça dépend. Non, il faut garder un certain mystère, et là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord non plus, moi. Et Citrone avait dit ça aussi, il avait dit que c'était terrible, c'est que quand il allait dans l'autobus, le métro, on lui tapait sur le ventre, Mais je te connais, toi. Le plus terrible, on n'a pas été au lycée ensemble? C'est comment? C'est ce con là, comment il s'appelle ce con? Comment tu t'appelles, toi? Ah ben attention, il y a... Ah oui, je connais, moi. C'est Bernard Ménez. Moi, on me le fait pas. Ah non, c'est Darras. C'est quoi? Non, je ne vous connais pas, monsieur. Non, tu ne me connais pas. Oui, je sais. Moi, je fais un truc souvent. Vous, la proximité, vous l'appréciez? Et ça dépend des jours, mais les jours où j'ai pas envie, je reste chez moi. Mais c'est vrai qu'il y en a des fois qui sont un peu comme ça. Toi. Bon, moi, ils m'embêtent pas beaucoup. Parce que je fais quand même 1m80, ils voient tout de suite que j'ai un poids. Ah, bah, c'est pas mon cas. Mais. Il y a Louis Rego qui se vend là. Mais c'est vrai que, bon. Des fois c'est sympa, des fois, bon, bah, c'est comme ça. Ça dépend comment c'est fait, c'est comme l'amour, quoi. Le drame le plus terrible pour un comédien, c'est qu'on le reconnaisse pas. Oui, ça c'est dur. Ah oui, tu traverses les studios de la SFP, personne vient te voir alors que tu traverses les studios où tu rencontres plein de personnes, personne va venir te demander un autographe ou te parler, tu risques de dire tiens comment ça se fait. Ça faut qu'on le reconnaisse. Ah non, absolument. C'est différent ça, mais taper sur le ventre. Mais attention, taper sur le ventre, c'était une manière d'exprimer que ces personnes-là sont allées beaucoup plus facilement vers Paul Prébois. En revanche, pour Belmondo, il n'osait pas. Il fallait un passeport pour y aller. Moi, je pense que c'est la différence justement entre la star et l'acteur populaire. Moi, je veux dire, la star, on va essayer d'avoir un autographe, une photo, un bout de son... Mais la star, est-ce qu'elle s'est décrétée? De Funès était une star, mais il était populaire aussi. Oui, mais on parlait des seconds rôles tout à l'heure. Mais on n'allait pas trouver Monsieur de Funès en lui tapant sur le ventre. Je parlais des seconds rôles populaires. Entre la célébrité et la popularité. Quelqu'un de célèbre est plus respecté que quelqu'un de populaire. Respecter, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, populaire quand on vient vous voir en vous disant bonjour, vous m'avez beaucoup fait rire, c'est extraordinaire. Mais Jean-Paul Belmondo, on va le voir. On va le voir, on lui demande des autographes à Jean-Paul. Alain Delon, on va pas le voir, on dit monsieur. Non mais on dit salut Babel. Alors monsieur Alain Delon dit salut Alain. Personne dit salut Alain. C'est pourtant de pointure et de stars. Alors c'est lié à quoi ça? Est-ce que c'est lié au rôle qu'ils ont interprété ou à leur personnalité? Est-ce qu'ils dégagent à quoi? Bien évidemment, d'abord au rôle. C'est secondaire. Pour moi, c'est la personnalité. C'est l'image. Il y en a qui a donné l'image de quelqu'un de froid, qu'il n'est peut-être pas, je ne connais pas ce monsieur. Et l'autre qui donne l'allure, même dans la vie, de quelqu'un d'enjoué, de simple et de courtois. Bon, peut-être que Charles peut nous parler de son camarade Belmondo, alors. Oui, moi je suis pas d'accord en disant qu'il n'allait pas donner des autographes. On allait au Palais des Sports tous les lundis, on allait au foot tous les samedis. Il se mélangeait avec la foule, il se mélangeait avec les spectateurs, il leur signait des autographes, mais à n'en plus finir. Non, mais sur la star et la différence entre la célébrité et la popularité. C'était une star et c'était un acteur populaire. C'est toujours. C'est toujours. C'est toujours les deux. Comme quoi, il n'y a pas de. Comme quoi, la césure n'est pas une règle. Non, mais moi je parlais surtout des seconds rôles, ceux qu'on reconnaît dans la rue. On ne se souvient pas forcément de leur nom et on leur dit merci parce que. Mais non, c'est faux. Regardez Jacques François, qui est un second rôle merveilleux. On l'identifie. On ne parle pas à Jacques François quand on me parle à moi, par exemple. Jamais dire « Ah, c'est l'autre con, là, comment il s'appelle ?» Jamais j'ai entendu, jamais Jacques m'a raconté ça. On me l'a fait 25 fois. « C'est quoi ton nom, déjà ?» Alors moi, j'ai dit « Excusez-moi, je ne parle pas français. » Ah, pardon. Tu rejoins ce que je dis, ce sont... Tiens, Doris. J'étais avec ma femme et puis il y a un mec qui s'amène, il dit « Oh madame, vous n'êtes pas aussi tard qu'il raconte ?» C'est extraordinaire. Ça. Elle le prend bien, votre femme, elle est philosophe dans ces cas-là? Oui, elle s'en fout totalement. Comme elle dit, c'est grâce à ça qu'on a bouffé, alors ça n'a aucune importance. C'est extraordinaire. Est-ce que tu te souviens de cette chose merveilleuse que tu racontais quand tu disais « Quoi, Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, Brigitte Bardot » Tu te souviens de ça? Oui, oui. Brigitte Bardot...
Ça me faisait tellement rire. Prenez ma femme, s'il vous plaît. Tenez, prenez ma femme. Brigitte Bardot, vous lui enlevez. Non. Brigitte Bardot, vous lui enlevez les seins, vous lui enlevez ses seins, vous lui enlevez ses fesses. Il reste quoi, ma femme? C'est pas une histoire à raconter maintenant. Parce que ma femme a été emportée par un orang-outan. Je me demande ce qu'il pouvait bien lui trouver. On va lui faire un tour. Et quand tu racontais. Ouais, pardon. Allez, Jean-Pierre Girard, il y a eu le feu chez nous, on est sorti en vitesse avec ma femme, c'est d'ailleurs la première fois que je suis sorti avec elle. Quelqu'un dans le public souhaitait poser une question à nos invités avant qu'on aille refaire un tour au théâtre. C'est qui? Qui a un micro? Levez-vous, jeune homme. Ça marche pas là, je crois. Si, ça marche très bien, très bien. Vous marchez pas. Voilà, oulala. Bonsoir. 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 Non, je suis très très intimidé de prendre la parole. Je voulais revenir sur 2-3 choses que vous aviez dit pendant la discussion. Je vous en prie, mais gardez le micro juste en dessous de la bouche, s'il vous plaît. Je tremble. Oui, vous voulez que je vous aide? Vous voulez que je vous tienne? Oui. D'accord. Non, je vais le tenir. La première chose, vous avez posé une question en disant que les jeunes artistes qui faisaient des sitcoms avaient des chances de pouvoir faire une carrière plus tard. Moi je crois que oui, simplement il y a un problème, c'est que dans tous les sitcoms que je connais, Sly Hélène et les garçons et d'autres, et je ne vais pas en citer, il y a très peu de talent, vraiment très peu de talent. Mais je crois que là où les personnes... Ça c'est un jugement... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je trouve qu'à la télévision... Peut-être que vous pouvez commencer par vous présenter, peut-être. François Lejeune, restaurateur, et puis je fais d'autres choses aussi. D'accord. Il fait plein de trucs, il fait. Qu'est-ce que vous voulez demander comme qu'est-ce que vous voulez formuler comme question? Je pensais que dans les sitcoms, on pouvait trouver des ça ne gâchait pas une carrière de faire du sitcom, mais actuellement, je ne vois pas grand monde qui puisse faire une carrière dans les sitcoms. D'accord. En ce qui concerne Monsieur Robert Doris, Pierre Doris, c'est Robert Doris, c'est Pierre Doris. qui a du talent et qui l'a prouvé 1000 fois. Il a joué récemment une pièce au théâtre des Chargeurs qui s'appelle Barbe Bleue, chez Vicky Messica. C'est dans une toute petite salle. Et je comprends pas que des acteurs comme lui ne puissent pas jouer dans des plus grandes salles et être reconnus par plus de monde. Personne n'en a parlé, comme plein de personnes ici d'ailleurs. Voilà, Pierre, peut-être que vous pouvez répondre à ce monsieur. Ben non, ça a été un bide monumental. Ça a été la tasse. Les déchargeurs, peut-être que la rue n'incite pas, je ne sais pas. C'est un bon endroit pourtant. D'autre part, tous ces acteurs que j'aime beaucoup, M. Gérard, les autres, d'accord. Luce Rigaud, etc. Et Pierre Rigaud. Moi je sens là, alors. Henri Guibert. Ah, merci. Je trouve qu'il y a un manque, il y a un défaut de la part des scénaristes qui, actuellement, dans les années 90, je dis pas 80 ni 70, pourraient leur trouver des rôles et des situations à leur valeur. Mais je me tue. À leurs compétences. Merci. J'ai encore eu Schwarzenegger, il m'a dit j'ai le même problème que toi. On fait plus de rôles pour les seconds, comme m'a dit Schwarzenegger. Je suis obligé de tourner avec les premiers rôles. Non mais regardez, c'est vrai que les gens du Splendide, si on en a tant parlé, c'était pas le propos de les invités ce soir, ils sont déjà venus en plus. Ils ont galéré beaucoup, les pauvres. Ils ont galéré, mais aujourd'hui, ils ont décidé de se prendre en main et de s'écrire leur propre texte. C'est vrai, ils ont une grande qualité. C'est ce qu'il faut qu'aujourd'hui, ils sont maîtres de leur destin professionnel. Nous avons un copain qui n'est hélas plus de ce monde, qui était Jean Carmet, qui a galéré comme il n'est pas permis. Il a super galéré. Alors Bin, tiens justement, Jean Carmet, c'est un second ou c'est un premier rôle alors? C'est un second rôle ou c'est une star? Jean Carmet, au départ, c'est un second rôle qui a accédé à des premiers rôles parce que c'était peut-être une époque où on faisait plus confiance à ce qu'on appelle les acteurs de composition. J'aime assez le mot parce que un acteur a comme une partition, il compose, comme on peut composer un morceau de musique, il peut être triste, il peut être gai. C'est ce genre de comédiens, on leur fait peut-être moins confiance aujourd'hui. En anglais, il y a aussi un terme que j'aime bien, c'est caractère acteur. Exactement. Et tous ces seconds rôles, ce sont des rôles qui donnent du caractère à un film. Avec un H, hein, c'est H. Oui, ça veut dire personnage, mais ça veut aussi dire caractère. Ça veut aussi dire caractère. C'est en France qu'on dit second rôle, ce qui est un peu péjoratif du reste, par rapport je trouve à aussi celui un peu, qui fait, par rapport à l'acteur qui fait l'action. En anglais, c'est beaucoup mieux l'expression, ce sont des caractères. Ce sont des gens qui ont... en Angleterre, si t'aimes pas
prend la Mais France. Excuse, toujours critiquer le pays qui Ouais, vous a ouais, accueilli. t'as qu'à y aller. Quel est ton vrai nom, Guibet? Dis-le. Guibet Levitch. Nous, on a gardé nos noms. Rigaud. Ah non, il a l'autre arménien, il a pas gagné. Vous remarquerez que ils ont mis les tous les étrangers à côté. J'ai remarqué ça. Doris me l'a dit tout à l'heure, ils ont. Heureusement que je suis au milieu, j'ai 20% de Ils ont sang foutu français. les rastaquois en volée là. On allait faire un tour au théâtre. À force de parler de boulevard, on va finir par y faire un tour. Grâce à Sylvia Drummond et Vincent Forchapa qui ont réalisé un reportage à la rencontre des publics, de tous les publics, des comédiens qui jouent sur le boulevard. Notamment Laurence Badi qui était bien désolée de ne pas pouvoir être avec nous ce soir, qui fait du doublage en ce moment. C'est pour ça qu'elle est pas là. Oui, très bien, c'est dommage. Donc elle nous emmène voir, bien désolée, pour la peine, elle nous a emmené voir Boing Boing, qui est une pièce qui se joue depuis une vingtaine d'années, je crois, et qu'elle a joué il y a plus que ça encore. C'est le UNESCO de la... J'ai toujours dit à Camoletti, tu es le UNESCO de la rive droite. Ouais. Parce que... c'est vrai. Boing Boing. Dans le monde entier, ça a été... Avec un Guibet dans Boing Boing. Oui, il y a un Guibet là-dedans. Il y a un Guibet. Vous n'êtes pas de la même famille au moins. Si, alors, à lui, on lui a dit c'est ton frère qui jouait avant au théâtre. Et on oui, c'est mon fils. Mais il s'appelle Christophe Guibet. L'autre jour, je suis monté dans un taxi et il y a un type qui a dit « Ah bonjour monsieur Christophe, vous êtes reparti au Michel ?» J'ai déjà eu du mal à me faire un nom et maintenant on me prend pour mon fils. Alors ça, c'est très dur. Allons-y, à la découverte donc de Christophe Guibet, du boulevard et ce qui s'y passe en ce moment, et de Laurence Badi qui nous fait découvrir Boing Boing. Bonjour. Bonjour. Eh ben voilà, on est au Théâtre Michel, où se joue pour la 30 millième fois, je crois, Boing Boing, de Marc Camoletti, qui est une pièce très très amusante. J'ai joué cette pièce il y a une vingtaine d'années. C'est une pièce qui marche très très fort sur le public. Il y a plein de quiproquos, c'est toujours Marc Camoletti, on rentre, on sort. Oh ma Charlotte. Charlotte, ça va. Je suis l'hôtesse allemande dans la pièce. Alors, tu joues la bonne maintenant? Ben oui, tu t'amuses bien, hein? Ah ben oui, complètement. Oui, vous apporterez un autre yaourt pour Mademoiselle Jeannette. Et aussi d'autres cornichons pour tremper dedans? Non, les cornichons, il y en a encore. Hein. Oui, ça, plus qu'on ne croit. Hein. J'ai joué beaucoup de rôles de bonne parce que les rôles de bonne, c'est les rôles comiques, souvent des femmes. Et puis ce qui est bien, c'est que ça peut vieillir une bonne, alors on peut jouer les bonnes toute sa vie. Beaucoup de gens ont aimé la pièce il y a 20 ans, ils reviennent la voir et prennent autant de plaisir. Le rire est rigoureusement le même, c'est-à-dire que ça se place au même endroit, c'est une pièce de situation. Donc la situation, elle est partout, partout la même. Je veux dire, dans les traductions, c'est des adaptations à l'étranger, en finlandais par exemple. Et en regardant l'heure, je sais où ils en sont, je sais ce qu'ils disent. Ça sonne, ça veut dire qu'il faut qu'on y aille. Ouais. On est bien discipliné. Voilà. Oh, tu sais, je te plaît. Vraiment, c'est mon avion. Oui, ben on y va. C'est pas une vie pour une bonne. Attendez, faut pas me laisser. J'ai bien vécu de la 5e jusqu'à la première. Tu bois quelque chose? Oui, ce que tu veux, oui. Oh, dis donc! Elle est super! C'est la télé qui vient d'arriver là pour filmer. En fait, je suis là, d'accord. Voilà. Alors c'est formidable parce que j'ai une vue sur les toits de Paris. Tous les toits de Paris. C'est très Mimi Pinson comme loge. Ah, tu vois, c'est Henri Guibet, je te l'ai dit. Ça fait partie de ces théâtres où on est en famille. On arrive, on est chez les Moreau. C'est un peu comme... Il y a Papa Moreau, il y a Maman Moreau. C'est une espèce de famille. Le programme du spectacle. Alors ça, c'est la scène. Rendez-moi ma matraque. Non, la mienne, c'est l'autre, là. Oh, pardon. Voilà. Vos papiers. Alors, quand c'est comme ça, c'est bien parce qu'on se dit... Ça me rappelle les souvenirs quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, que ma mère m'emmenait au théâtre, j'étais de l'autre côté dans la salle, il y avait le rideau rouge, et je me disais, c'est comment derrière, c'est comment derrière. Et bien, rien n'a changé, parce que maintenant que je suis ici, je me dis, ils sont comment derrière, ils sont comment. Alors, comment devient-on journaliste? Comment devient-on journaliste? Essayez de remuer doucement la tête pour voir les yeux, là.
c'était formidable. Sim et Guibé, deux personnages qui enfin nous ont fait oublier le stress. Extra. Sensationnel. Très bien, je passe une très bonne soirée. Pourquoi je suis venu? Je suis voir une pièce de théâtre et je suis venu pour rire. Et on m'a dit qu'on allait rire, mais enfin les comédiens qu'il y a sur les affiches, certainement vont me prêter à rire, c'est sûr. Christa, bonjour. On se concentre. On se concentre avant d'entrer en scène. C'est un rôle très, surtout pour elle, c'est un rôle très, très dur. Et puis on a besoin de rentrer dans la peau du personnage. Je trouve ça formidable. J'imagine les mecs qui vont à la mine, tu sais. Excusez-moi, je rentre dans la peau de mon personnage, il se noircit, c'est tout. Et c'est marrant d'être dans la peau des autres. Ah, ma mère. Elle est mignonne. C'est là que ça commence à fou. Salut. Ça va? Les pièces comiques, on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça finit. Enfin, il y a de grandes chances pour que ça se passe bien quand même. Ça fait quand même 2 ans et demi que ça se passe bien. C'est très bizarre qu'aujourd'hui, par hasard... Ah, c'est le pouf. Ah d'accord, alors, pouf. C'est marrant, non? Alors, on se prépare. On met sa veste. Normalement, le régisseur aide à enfiler la veste. Monsieur, il n'est pas très pro. On enlève les lunettes. Ce qui fait que je ne vois rien du tout en scène. Mais il paraît que c'est pas pire. Vous, monsieur. On ne montre pas du doigt. Excusez-moi. Tapez. Aïe. On vous a pas vu jouer, c'est exprès. Ah oui. Parce que l'auteur. Non, on ne peut pas filmer la deuxième partie. On ne peut pas filmer la deuxième partie, sinon, plus de suspense, rien. Non. Je voudrais qu'on fasse... pas que je suis tué et que c'est l'ouvreuse qui me tue. Merde, Denise Moreau-Chantgris, vous êtes avec nous, madame? Oui. Où êtes-vous? Vous voulez venir nous rejoindre, s'il vous plaît? Elles sont... Non, madame. Tiens, madame. Je vais vous aider. Asseyez-vous, madame, à côté de Jean-Pierre Descombes, qui vous expliquait tout à l'heure la différence entre la joie et le rire. Exposé brillant qui a marqué tous nos collaborateurs, qui viennent de me dire 3 mots pendant qu'on regardait ce reportage sur le théâtre. Madame, vous êtes directrice des Théâtres des Nouveautés, et c'est pas une nouveauté parce que ça fait 40 ans maintenant. À peu près. Est-ce que ce sont les mêmes ressorts qui font les mêmes recettes depuis 40 ans? Oh oui, c'est toujours les mêmes ressorts. Lesquels? Lesquels? Avoir des comédiens qui savent jouer la comédie, qui sont des comiques et qui sont en même temps des amis. Alors ça se sent lorsqu'ils jouent, ils sont heureux et quand le public rentre, ils sentent si le comédien joue avec son cœur ou s'il est, bon, s'il est considéré n'importe comment. Ouais. Voilà. Quand une pièce tient l'affiche pendant plusieurs années, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce qu'on a envie que ça tourne quand même? Ah non, parce que vous savez, une pièce de théâtre, c'est pas le cinéma. Tous les jours, c'est différent. Il n'y a jamais le même public. Il y a toujours un public différent. Donc un comédien, il le sent quand il rentre en scène. Et puis il est heureux. Et il joue, enfin il me semble, je ne suis pas comédienne du tout. Je les côtoie depuis longtemps, c'est vrai. Mais je crois que je donne un sentiment qu'ils doivent avoir. Après ce que je peux discuter avec eux, ils sont heureux sur scène, les comédiens. Et ces comédiens, ils préfèrent jouer au théâtre, au cinéma? Quand vous disiez au début de l'émission, Henri Guibet, vous étiez payé 2 fois le cachet plus le rire des spectateurs. Au cinéma, c'est plus difficile à percevoir. Non, parce que le cinéma, ça paye après. Le rire, vous rencontrez le type dans le métro, il dit « je me suis bien marré dans votre film ». D'accord, donc ça paye quand même. Non, ça paye quand même. Non, c'est pas ça. Non, le théâtre, ce qui est agréable au théâtre, c'est qu'en fin de compte,
tous les soirs, on se remet en question. Au cinéma, on l'a fait une fois. Tous les soirs, on sait qu'est-ce qu'on va trouver. Il y a quelque chose d'excitant au théâtre. Le public, des fois, il rit pas du premier coup. Il va falloir l'avoir. Il va falloir se bagarrer, trouver le moyen, arriver à le rendre heureux. Des fois, alors, il y a des comédiens qui ont une tendance à bouler, à aller vite, en disant, bah tant pis, plus le temps a fini. Non, faut se battre, faut essayer de trouver comment arriver à les rendre heureux. Des fois, c'est parce qu'on n'est pas bon, hein. Bien souvent, c'est parce que... bon, puis des fois, c'est bon, ben, ils sont pas... Puis vous avez des publics très différents. Vous prenez un public de personnes très âgées. Ça arrive des fois en matinée, on a des gens du 3e âge qui viennent. Ben, les gens du 3e âge n'éclatent pas de rire parce qu'ils n'ont plus une cage thoracique. Quand ils y rient, ça fait... Mais en scène, on se dit, mais quoi, ils sont pas là, ils sont pas bons. Mais c'est faux, ils sont très très bons. Ils sont très très bons. Alors vous prenez des jeunes, c'est... ça fait vibrer le décor tremble, même des fois ils rient trop fort, c'est dommage. Ils vont nous casser un décor. Mais c'est vrai, les publics sont très différents comme ça. Et Madame Moreau-Chandgris insistait aussi sur le fait que vous étiez des amis, qu'il y avait quelque chose d'amical là-dedans. On connaît des histoires d'acteurs qui ont joué ensemble sur scène, des tragédies de plus souvent, sans vraiment s'apprécier, en s'envoyant des mots à la gueule tous les soirs. Est-ce que c'est possible aussi dans le théâtre comique de pouvoir ne pas s'aimer, jouer ensemble? Évidemment. Oui. Bien sûr. Vous travaillez, vous, avec des gens que vous adorez tout le temps? Ah ouais, tout le temps. Moi ici, vraiment. C'est vrai? Ouais, j'ai ce plaisir. Vous avez de la chance. Vous avez quelque chose pour moi? Non, mais ça arrive souvent que dans une distribution. Moi, j'évite de faire ça, justement. C'est ce que disait Madame Moreau. Oh non. Que disait Madame Moreau. Moi, je ne l'ai pas ressenti attendez. encore. Non, mais attendez, ce que je veux dire, c'est que moi, il m'est arrivé de refuser, justement, parce qu'il y avait des gens avec qui je savais que j'allais pas m'entendre. Ah bah donc vous voyez, vous pouvez pas le faire, vous. Ah non, je peux pas le faire. Mais de jouer avec quelqu'un que je... Ah non, je serais malheureux. Moi, si le rôle est beau, j'en ai rien à foutre. Hein. Je suis comédienne, et puis voilà. Bah oui, peut-être que je suis pas comédien. Moi, ça m'est arrivé... Bon, Sim, c'est votre pote, en gros, quoi. Oui. Ça m'est arrivé de jouer avec des gens avec qui je m'entendais pas. J'étais très, très malheureux. J'en avais ras-le-bol. J'étais heureux le jour où on a dit on arrête de jouer parce que... C'était qui? Tu connais? Oui. Il est terrible. Qui c'est qui? On sait il est parti en State. Il a joué avec mon C, de longtemps frère des ancêtres. Il a fait longtemps, il avait avec moi 3 ans. Juste. Tu l'as connu? Ça vous est arrivé, Henri, quoi, en tout cas. Oui, c'est pas agréable. Bon. Juste les initiales. Ouais, PQ. PQ. J'ai trouvé l'adjectif faux cul. Bon, c'est vrai, ça arrive, ça peut arriver, mon fort. Jeune homme Laurent Lafitte, est-ce que vous vous sentez plus proche de votre métier de comédien quand vous jouez dans un sitcom comme Glass Mannequin ou quand vous êtes sur scène avec Marthe Villalonga sur le boulevard? Pour moi, c'est la même chose. J'ai des situations à jouer avec un texte à dire. Et, pour répondre un petit peu à, je ne sais plus où est ce... Monsieur restaurateur, un petit peu du... Oui. Je crois qu'il est parti se laver les mains depuis. Ah bon, peut-être un trouble obsessionnel. Je vois un petit peu ce qu'il veut dire, mais en même temps, le sitcom, c'est vraiment délicat, mais ça rejoint un petit peu de boulevard dans le code de jeu. Parce que c'est vrai qu'on a des mises en scène qui sont très plates, qu'on est un peu en randonnion, avec une lumière très flash et tout, parce que déjà, on fait 25 minutes par jour, donc on n'a pas le temps de régler tout ça. Vous dites, Claude? C'est une honte pour le métier. Oui, mais ça, c'est des concepts, donc ça doit... C'est un rendement. C'est pas une question de concept, mais une question de fric. Bah oui, mais c'est du rendement. On peut dire au public que quand on tourne un film, on tourne 1, 2, 3 minutes par jour. Maximum. Utile, ce qu'on appelle utile. Ça a eu été comme ça. On est dans un code de jeu qui est assez proche de celui du boulevard, parce que c'est un jeu qui doit être assez expansif en restant sincère. Enfin, personnellement, quand un acteur commence à faire du numéro et qu'il n'est plus vraiment dans la situation, quand il commence à jouer que ce qu'il joue est drôle, moi, personnellement, ça me... Il y a des comédiens aussi de boulevard, j'en ai déjà vu un, et je serai faux cul comme les autres, je ne le citerai pas, qui sort du texte et pour commencer à dire, mais vous, madame, là, vous avez toussé, là? Ah oui. Vous avez toussé tout à l'heure, là. C'est pas la peine de le dire, tout le monde l'a deviné. On sait de qui il parle. Est-ce que ça fait partie aussi d'un rôle de comédien qui sert un texte? Non, il y a des gens, mais il y a tout. C'est comme le monde est fait comme ça, il y a des gens qui ont... C'est de qui je parle, Pierre? Non, mais ça me rappelle que moi, je descendais dans la salle, pas dans une comédie, mais dans mon tour, j'avais une craie dans ma poche et quand un type riait pas, je lui faisais une croix dessus. Oui, mais c'était autre chose. C'était pas... En disant, je me souviendrai de vous. C'est un spectacle de cabaret, je parlais d'une pièce écrite. Vous savez de qui je parle? Non, mais tout le monde sait. Madame, Claude ne sait pas. Ginette, vous savez de qui je parle? Bien sûr. Vous savez de qui je parle? Bien sûr. Vous savez que je parle de Jean Lefebvre? Vous savez de qui je parle également? Ah, c'était aussi lui aussi le fait? Ah, c'était lui aussi? Ah, lui aussi le fait. C'était lui aussi pour... oui, c'est Non, mais ça m'a frappé, moi, pour la première... Oui, mais ça, bon... Je savais que Mesguich le faisait. Mais attendez. Mesguich le fait.
Mesguich, par exemple, ce qu'il a fait, le Roméo et Juliette de Mesguich. De quoi de Mesguich d'après Jacques. Oui. Bonjour messieurs, dames. Il parlait au... Non, je dis des bêtises. Mais il a dit une chose terrible. Mais quand il l'a fait, en tout cas, moi ce que j'ai vu, c'est que ça avait un énorme succès dans la salle. C'est juste ça que je voulais dire. Ça, c'est vrai. C'est une méthode à l'heure actuelle. On ratisse ce qu'on appelle ratisser large. Alors il y a quelques années, on était au niveau des pâquerettes, mais à continuer à ratisser large comme ça, on commence à attaquer la nappe phréatique maintenant. On va de plus en plus bas. C'est le cabaret qui a fait ça. Mais si, le cabaret. Par exemple, Doris qui est là, moi je connais le numéro par cœur de Doris. Comment il le fait pas dans une pièce alors. Non, il le fait dans un numéro de cabaret, c'est différent. Oui, c'est différent. Mais c'est quand même du cabaret. Bon, c'est un homme de cabaret. Monsieur Poiret était un homme de cabaret, il n'a jamais fait ça. Quand on joue une pièce. Tu me laisses finir. Il arrivait, lui, le cabaret, il descendait dans la salle et il disait à un mec, c'est votre numéro, vous mangez une banane. Moi, ça peut me hurler, ça. Oui, mais dans son numéro. Bon, est-ce qu'on peut le faire quand on est dans une pièce? Est-ce qu'on a le droit de sortir du texte ou pas? Bien sûr que non. Non, Gérard Hernandez. Oui, désolé, même moi je l'ai fait. Même vous, madame. Oui, parce que on prétend que, n'est-ce pas, moi, c'est vrai. Je sais pas, bon. Eh bien, je ne suis pas du tout comme ça. Eh bien, ça m'est arrivé plusieurs fois, et en province, en tournée l'année dernière, je devais entrer avec des cheveux très longs, etc. Bon, vu mon âge, en blonde sophistiquée, c'était plutôt curieux. Et dans la salle, il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais plus, c'était pas Claudia Schiffer, mais c'était l'autre, l'américaine, enfin, je ne sais pas. Et ben, Cindy Crawford. Voilà, c'est ça, Cindy Crawford. Une amie. Et ben, je dis, oui, j'ai dit, et alors? Et j'ai commencé à leur parler. Oui. Et on a parlé pendant 5 minutes, et il y avait Raymond Aquaviva qui était en scène avec moi, qui a attendu comme ça que ça se passe. C'est pas bien, madame. Si, ça, monsieur Hernandez, vous serez un carton jaune. Il faut faire ça tout le temps. Mais quand quelqu'un parle très fort dans la salle, il ne faut pas lui laisser prendre l'affaire, le pouvoir. Il faut arrêter la pièce, il faut s'arrêter, se fixer, mais il ne faut pas parler. Ou alors, je fais de la mise en scène, je vous interdirais, je vous interdirais de faire ça. C'est tellement facile de s'arrêter, de dire « Ah, comment allez-vous ?» Il y en avait un grand, donc je ne citais pas, qui entrait en scène, il disait « Bonsoir ». On joue une pièce. C'est un paradoxe, le théâtre, il y a un mur qui est transparent. Si vous ne respectez pas ce mur, autant danser. À partir du moment où le public parle très fort, quelqu'un parle très fort dans la salle, il faut que vous récupériez les gens. On fait une discussion, on va finir de la bière et puis on discute et on fait autre chose. C'est autre chose, c'est plus du théâtre, c'est discussion au coin d'un bois. Pierre, un mot de Pierre. Pas de craie. Je vais jouer le bourgeois. Le bourgeois gentil. Il y avait une matinée pour des jeunes, tout ça. Ils étaient avec les Walkman devant. Alors je me suis assis dans le fauteuil, en bourgeois, et j'ai dit, virez-moi ces cons. Et tout le monde a regardé son texte, mais c'est pas dans... Jusqu'à temps qu'ils disaient, ils avaient viré. Oui, non, mais ça c'est autre chose, c'est pas la même chose. Mais j'ai pu continuer à jouer. On ne peut pas continuer à jouer. Mauclair jouait au milieu de jeunes comme ça, et l'école des femmes, et qui s'est arrêté en disant qu'est-ce que c'est tous ces petits connards, arrêtez, écoute un peu ce texte. Donc c'était pas non plus. Non mais attends, si on ne peut pas jouer, si on ne peut pas en placer une, je suis d'accord. Mais s'il y a quelqu'un qui tousse, comme il y en a un autre qui fait, dès qu'il y a quelqu'un qui tousse, il s'arrête de jouer. Pierre Brasseur. Pierre Brasseur. Ah, Pierre Brasseur, attention. Pierre Brasseur, un spectateur s'est levé, il a fait plus fort, monsieur Brasseur. Ouais. Et Brasseur s'est levé, a descendu les marches, il a été voir le spectateur, il lui a fait moins fort. Quand c'est fait avec... Là, il faut la place. Là, quand on est pris à part, il ne faut pas rentrer dans ce... Il ne faut pas céder à cette tentation. Et pourtant, à chaque fois, c'est un triomphe. Pourtant, à chaque fois, le public se dit, il est en forme. Les faux fous rires que j'interdirais, moi, je punirais j'enlèverais des points à la canrasse, les faux fous rires. J'enlèverais des points de retraite, là. Parce que là, c'est monstrueux. Des gens qui font semblant de se cueillir, ça, c'est insupportable. Pour que les spectateurs aient l'impression d'avoir vu un spectacle exceptionnel. Écoute, ils se sont marrés le soir où on y est allé. Ils ont pris un fou rire tous les soirs à la même heure. Je peux plus en dire une. Mais non, ça c'est pas possible. C'est malhonnête, c'est impudique. Sylvia. Oui, on a rappelé plusieurs fois depuis le début de l'émission que Louis Regaud n'avait pas participé ni à l'Académie des Neufs ni au jeu de 20h. Et bien Michel de Vitry voudrait savoir pourquoi. Pourquoi vous n'avez pas participé au jeu de 20h et à l'Académie des Neufs? Je pense que c'est lié vous n'avez pas une autre question? Elle n'est pas de moi. Hein. Moi, je pense que c'est lié à votre jeune âge. Oui, non, pas du tout. Il y a d'autres raisons? Je crois que les raisons, j'en parlais justement tout à l'heure avec Avec Jean-Pierre Descombes.
Ben, je crois que, je sais pas... Des proches l'a fait pourtant, les Jeux de 20 heures. Ouais, mais j'avais rien contre le fait. J'aurais pu le faire une fois ou deux, mais la quotidienneté comme ça en télévision, je trouve ça très très difficile. Et à l'époque, sûrement, j'avais des boulots plus intéressants qui ont fait que j'ai pas fait ça, quoi. Mais je pense que c'est très difficile d'être tous les jours drôle à la télévision. Quoi. Hein? Non, c'était pas tous les jours. C'était pas tous les jours, c'était de temps en temps. Ouais. Ah, mais enfin, comme l'émission tournait, enfin, c'était quand même quotidien, c'était une quotidienne. Donc on avait l'habitude, c'est-à-dire moi, dès que je m'habitue à voir quelqu'un à la télé, enfin, si je vois quelqu'un trop souvent à la télé, j'ai tendance à trouver ça normal, quoi. Et c'est une mécanique. Donc il perd son métier, Et je pense que candidat jeu tout le monde est un peu une mécanique spéciale également. Et on a eu certains comédiens qui ont toujours refusé de venir dans les Jeux de 20 heures, car il fallait faire une gymnastique un peu spéciale d'improvisation. Et certains comédiens, très très bons comédiens, disaient non, je ne peux pas faire ça, je ne me sens pas dans ce rôle-là. Oui, on a besoin d'un texte, un truc. Voilà. Il y a une question d'Alex, 17 ans de Paris. Êtes-vous conscient que vous êtes parfois beaucoup plus célèbre que les premiers rôles avec lesquels vous tournez? Est-ce que finalement vous n'avez pas un complexe d'infériorité? Qui? J'ai rien compris. On n'a pas de complexe d'infériorité. La question c'est, est-ce que c'est parfois vous jouez à côté de comédiens qui sont censés être plus stars que vous, mais qui sont moins populaires? Est-ce que vous n'avez pas un complexe d'infériorité en disant je suis un second rôle? Non. Je crois qu'on a fait Non, la réponse d'Henri Guibet, non. Non, je veux dire une chose. J'ai pas compris, moi, la non, un peu tordu la question, il faut dire. Oui, un peu tordu parce que, bon, on joue avec une... Ne réponds pas, la question n'est pas compréhensible. Oui, c'est question suivante. La question est incompréhensible. Mais non, elle n'est pas incompréhensible, elle est très nette. Alors Gérard. Il dit, est-ce que vous qui êtes des fois plus populaire que le premier rôle, n'avez-vous pas un complexe d'infériorité de jouer les C'est exactement ce que je demanderais. Est-ce que le brancard a un complexe par rapport au mec qu'il est en train de porter? Non, Gérard, vous n'avez pas refait un petit... Non, moi je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Il se moque de moi. L'image est très belle. C'est facile, on met des images comme ça. C'est bien Flo? Florian aussi est en train de pleurer. Je boude, c'était ma dernière. C'était la dernière, très bien. On va faire entrer Yvan et Bruno pour la conclusion de cette émission. Madame, monsieur, Yvan Le Bolloc et Bruno Solo. Sont-ils lits? Ils sont là. Salut camarades, ça va? Alors, je vous présente Yvan et Bruno. Ah, il n'y a qu'un siège, je vais le prendre. Hein. Viens là. Tiens, viens avec Charles. Allez. Viens là. Yvan et Bruno travaillent sur Europe 2, ils font une très bonne émission chaque soir, qui s'appelle Tout le monde d'accord. C'est bien ce que j'allais dire, pour une fois je me trompais. Et ils étaient l'année dernière sur une émission de télévision l'année dernière, et cette année ils font beaucoup de radio. Ils ont préparé un film sur Audiard notamment, qui était diffusé sur Canal+. Donc ils sont beaucoup acteurs. Je rectifie un petit peu, Jean-Luc, moi j'ai pas vraiment participé, d'ailleurs j'étais même au générique. Ce titre, Yvan avait mis merci à Bruno Solo pour sa non-collaboration. D'accord. Parce que j'ai pas eu tout participé. Non, c'est Yvan, spécialiste Audiard. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette émission? La première chose, c'est qu'on a pu voir l'immense modestie de tous les invités qui étaient ce soir sur ce plateau. Comme quoi être second rôle, ça préserve déjà de la grosse tête et ça c'est déjà bien, je trouve. La deuxième chose, c'est que l'émission a baigné dans une douce nostalgie. Et on a parlé de l'Académie des Neufs, on a parlé du gendarme à Saint-Tropez, on a parlé de toutes ces choses qui nous ont... Pour les baskets, je dois boire frais. Voilà, de toutes ces choses qui nous ont bien fait rigoler, mais ça, je pense que le fait qu'on ait si souvent aujourd'hui recours à la nostalgie prouve aussi qu'on est dans une phase un peu délicate. Je crois que les gens aujourd'hui se sentent pas très bien, pas très à l'aise dans leur vie, peut-être un peu angoissés, et qu'ils ont besoin de se raccrocher à des choses qu'ils ont bien connues, qui les rassurent. Comme tout ce qu'ont fait ces messieurs-là, ça n'empêche pas, et ces dames, pardon, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, j'imagine et j'espère qu'il y a des jeunes qui préparent des choses pour l'avenir et qu'on ne va pas faire un fonds de commerce de la nostalgie. Oui, il y a peut-être une transition qui est en train de s'opérer. D'accord, faut pas pour paraphraser en plus, pour paraphraser voilà, justement, pour paraphraser Audiard, et je pense que vous l'aimez tous parce qu'il en a écrit des sacrés beaux second rôles. Il disait la nostalgie, c'est la pensée à reculons, je laisse ça aux lopes et aux écrevisses. Donc laissons ça aux lopes et aux écrevisses en l'occurrence. Derrière ça, M. Hernandez disait un truc extrêmement important qui rejoignit un peu ce que disait Monsieur les Jeux de 20 heures. Il disait qu'il fallait pas rire. Jean-Pierre Descombes, tu connais pas son nom, voyons. Il nous a fait rêver. J'adorais votre sœur. Il disait. Le tireur d'élite, tu l'avais appelé? Oui. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ils disaient tous les deux qu'il ne fallait pas rire à tout prix. Et je pense que tant qu'on continuera à mettre en boîte des séries.
au kilomètre. Non, bien entendu. Avec des rires enregistrés et que les scénarios seront poussifs, qu'on ne prendra pas le temps, on donnera pas le temps aux acteurs de répéter pour qu'ils se sentent le mieux possible. La relève ne viendra pas de la télévision, en tout cas pas du sitcom, à moins de s'appeler Les Nuls, mais Les Nuls c'est différent, ils ont tout écrit eux. Et donc ils sont responsables de ce qu'ils disent, ils ont la haute main sur leur œuvre et ça leur permet d'arriver aujourd'hui à ce qu'ils sont, c'est-à-dire non seulement des vedettes à la télévision, mais aussi au cinéma. On laisse peut-être pas beaucoup de réflexion au rire, effectivement, ce que disait Jean-Pierre Descombes, c'était très juste. Maintenant, il y a un distinguo subtil entre le rire, véritablement provoqué par les gens dont c'est le métier, et la joie forcée qui donne l'impression de bonne humeur. Et c'est vrai que c'est peut-être ça qui est un peu gênant. Mais moi, je suis persuadé que c'est une transition, parce que de plus en plus, on fait appel à des comédiens, de plus en plus, on fait appel à des gens qui ont du talent pour pouvoir faire rire, tant en télévision, si, je vous assure, qu'au cinéma. Donc, je pense que moi, il y a tout. Vous pouvez être impresario. L'espoir est là. Ouais. Bah non, je préférerais passer par une autre étape. Quand j'aurai 70 balais, je deviendrai impresario, peut-être. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Vous avez souri, vous avez pleuré, vous avez réfléchi, vous avez pensé, vous avez été ému. Oui, on a un peu souri quand on a vu Jean-Pierre Foucault avec son petit costume étriqué. Ouais, et puis l'arrêt au milieu de Charles Gérard à l'Académie des Neufs, ça il faudrait la remontrer quand même. Mais il était bien Jean-Pierre Foucault, non? Je trouve, à l'époque, il me semble qu'il était extrêmement à l'aise et c'était ses vraies dents. Oui, et force voilà, je voulais entendre ça, Henri Guibé, depuis le début de l'émission. Et force est de constater qu'il avait un matériel de qualité. Il était entouré de pointures et de cadors. Non, mais il était très bien. Il n'avait que du haut de gamme, et forcément, il ressortait grandi de cette expérience. C'est son tremplin, d'ailleurs, l'Académie des Neufs. Ouais. Et la carrière de Jean-Pierre a démarré après l'Académie des Neufs, vraiment. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression... Pardon, j'ai répondu aux questions. Oui. Tu te rappelles, à l'Académie des Neufs, j'ai répondu à aucune question. Nul. Mais plus nul, tu meurs. Mais c'était une volonté nihiliste, vous refusiez? Pas du tout, je voulais répondre. Non. Tu rigoles ou quoi? Ah oui, pas eu le temps. Mais enfin, je me faisais insulter chez moi. Le chauffeur, le taxi, l'épicier, le boucher. Il m'a dit, vous êtes taré, monsieur. Déjà qu'il parle Charles, t'es pas tellement taré parce que tu t'en aperçois. C'est une lucidité, ouais. Ah bon? T'as une lucidité formidable. Oh ouais, non, t'es pas si taré que tu Bon, alors je me tais. Mais juste une dernière question, parce que... Pardon, Yvan, en tout cas, ce qui serait intéressant pour les jeunes metteurs en scène aujourd'hui, c'est de prendre des seconds rôles. Parmi ceux qui sont ici, j'aimerais bien voir Henri Guibé à Contre-Emploi, par exemple. Et à Moki, vous l'imaginez dans quel rôle? Vous l'imaginez dans quel type de situation, Henri? Henri Guibé? Homosexuel repenti, peut-être. Ouais. J'ai fait des PD. J'en ai fait des tas. J'ai joué dans une pièce où je faisais le PD. Tous les acteurs étaient PD, il y avait moi, et c'est moi qui jouais le rôle du PD. C'était quand même extraordinaire, ça. Étiez-vous crédible? Voilà. Non, mais Jean-Pierre Mocky j'ai fait pas mal d'homos. Ouais, Jean-Pierre Mocky en France a fait ça très souvent, en prendre des acteurs à contre-emploi comme Jacqueline Maillan notamment. Là, vous parlez de Mocky. Non, c'est pas dur. Et Cyrano, Henri? Cyrano, voilà. Alors Cyrano, j'étais un des rares acteurs à pouvoir jouer le rôle sans prothèse. Et on n'a jamais proposé cette pièce. Une dernière question, est-ce que vous êtes aussi des hommes de télé? Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait plus d'émissions qui font appel à des comédiens comme ceux qui étaient nos invités ce soir, les Jeux de 20h et l'Académie des Neufs? Quand on regarde la télévision, ça fait partie du phénomène que je citais tout à l'heure. C'est vrai que tout est plat, quoi. Il n'y a plus de relief. Il n'y a pas de prise de risque parce qu'on a tous un gros truc derrière qui sent pas très bon, qui s'appelle l'audimat et qu'on est forcé de se dire « Oulala, j'ai marché dedans, moi. » Aujourd'hui, je fais de la télévision. Gauche, à porte-bonheur. Aujourd'hui, je fais de la télévision. Est-ce que mon costume va aller? Est-ce que ma coupe de cheveux va aller? Est-ce que mon vocabulaire va aller? Et derrière, coupe de cheveux, d'ailleurs, si on peut en parler. Et derrière, il n'y a plus aucune prise de risque, il n'y a plus de sincérité. Et si on va tous dans cette direction-là, un jour, on va le prendre pleine poire et on sera tous très tristes après. On aura le nez plat. Bravo, Yvan. Merci Bruno Solo, Yvan Le Bolloc et tous nos invités. Merci d'avoir été avec nous si tard. On va se quitter maintenant. On se retrouve donc mardi prochain après le film, c'est-à-dire vers 22h30, 22h45, au maximum 23h, mais plutôt avant. Bonsoir, merci d'avoir été avec nous. Au revoir.